Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci infiniment de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision pour cette nouvelle sortie de 10-12. Le Zénith, c'est reparti pour un moment de talk show. Et ensemble, nous tenterons véritablement de revenir sur les sujets les plus brûlants de la République en ce moment. Et avec vous, des réponses seront données, y compris vos nombreuses contributions, comme vous savez bien le faire tous les jours. Comment comprendre aujourd'hui la guerre qui existe entre le ministre de la Santé publique et l'honorable député Michel Ninthieu? Qu'est-ce qui se passe? De nouvelles révélations sont faites aujourd'hui. Et attention, selon le journal La Nouvelle Expression, Ninthieu ne lâche pas Manaouda. Comment expliquer aujourd'hui que le député de Vouri-Est qui vient de lever justement d'autres lièvres dans le marché que le ministre de la Santé publique gère depuis l'avènement du coronavirus, des révélations assez graves quand même, comme le cas des centaines de malades fictifs, mais dont les frais de mise en quarantaine sont facturés par le contribuable camerounais. Comment expliquer cet état de choses? Comment comprendre également, madame, monsieur, que le 6 août prochain, Paul Biya ayant convoqué les nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature, on est en droit de se demander quels sont les dossiers brûlants de la République du moment qui seront évoqués à cette occasion. Est-ce que finalement des juges seront sanctionnés ou pas? Comment regarder l'action ou l'attitude des juges depuis 2017? Souvenez-vous, 3 ans après la rencontre de Paul Biya, on remet ça. Et le 6 août prochain, on tentera de mieux comprendre exactement ce qui en sera des grands dossiers brûlants de la République avec ce Conseil supérieur de la magistrature. Et hors du Cameroun, expliquez-nous comment aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara risque d'être à nouveau candidat du RHDP aux prochaines élections à venir, celles qui sont présidentielles au pays de Alassane lui-même. Comment expliquer qu'il y a quelques jours seulement après le décès de son premier ministre Amadou Ngon Coulibaly, déjà inhumé, que le RHDP dit aujourd'hui ne pas avoir un candidat réel sur qui compter pour les prochaines élections présidentielles d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Au même moment, dans le camp de Laurent Gbagbo, pour parler justement du FPI, c'est assez compliqué. Pascal Affi-N'Guessan, jusqu'à présent, semble être l'unique candidat qui fait cavalier solitaire. Qu'est-ce qui se passe? On tentera avec vous, madame, monsieur, de mieux comprendre ces sujets. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. C'est 10-12, le Zénith. La grande famille est au complet. Charles Amel Batoum, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là ce matin pour vous servir. Bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Deux choses ce matin, je vais à votre suite. Oui, Conseil supérieur de la magistrature, au moment même où certains cabinets continuent à donner des mauvaises notes à nos magistrats, à nos juges. Comment consolider la démocratie dans un pays pauvre, très avancé comme nous, et très endetté comme le nôtre, où si le pouvoir judiciaire ne peut pas jouer son rôle, est-ce que les magistrats savent bien qu'ils donnent leur jugement au nom du peuple camerounais pour qu'en fait ce peuple se reconnaisse en eux? Deuxième chose, la Côte d'Ivoire. Non, Alassane Ouattara, restez tranquille. Vous avez dit que vous donnerez à plus jeunes que vous. Maintenez. Sinon, à quoi sert un serment? Si on prête serment pour ne pas l'appliquer, pourquoi prêter serment alors? Merci. La question bien sûr est posée ce matin. Si on prête serment pour ne pas l'appliquer, pourquoi cet élan, cet appel des candidats bien sûr du RHDP à refaire d'Alassane Dramane Ouattara l'actuel président ou le candidat à l'élection prochaine en Côte d'Ivoire, alors qu'on sait effectivement que dans le camp de M. Ouattara, il y a de jeunes loups qui sont en train de prendre justement la scène politique ivoirienne. On va tenter également de lire la courbe politique internationale avec vous, madame, monsieur, surtout sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Charles Amel Batoum, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. L'inquiétude envahit mon cœur ce jour, monsieur Michel Ngachou, avec des attitudes de nos rois et de nos chefs traditionnels. Comment comprendre qu'un chef traditionnel décide, chef supérieur, pour respecter la forme, décide non seulement de se baptiser à l'église catholique,
à l'église, mais décide d'être très actif au sein de l'église, l'église marche-t-elle avec la tradition? Ou la tradition marche-t-elle avec l'église? À telle enseigne qu'on envoie même des lettres invitant tous les notables à aller désormais à l'église avec le roi. Désacralisation de la tradition. J'ai bien peur qu'on invoque le premier amendement traditionnel du Code de 1949 qui demande qu'en cas de désolation ou de faute lourde commise par un chef, on le destitue. Et ça, c'est traditionnel. Vous nous parlez de Bangwa? Monsieur Michel Ngachou comprendra. Non, voilà, mais il faut aller. Moi, j'ai appris que le chef supérieur Bangwa s'est christianisé, si vous voulez. Et là, si c'est vrai, il faut le dire clairement. Parce que Monseigneur, tout dernièrement, a failli excommunier un prêtre qui est allé faire des cérémonies traditionnelles. À ce moment, l'Église nous dit, l'Église dite de Dieu, nous dit que nos traditions ne peuvent pas aller avec eux. Comment dire, donc à ce moment-là, que cette communauté-là se réunisse et vote une motion de retraite de confiance à leur chef? Ça se fait. Ça se fait. C'est une situation, c'est un fait quand même particulier qu'on va suivre également. Mon Bengan et Charlemagne Bachou, qui est triste ce matin effectivement de le savoir. Très triste. Et est-ce qu'on parlera de déculturation? Est-ce qu'on parlera d'acculturation? Est-ce qu'on parlera de phagocytage entre l'église catholique romaine et nos chefferies traditionnelles aujourd'hui? Quel est le regard et l'appréciation de toutes les grandes communautés bangou, non seulement de l'Ouest Cameroun, mais du monde entier? Quel regard porte-t-on aujourd'hui sur le chef supérieur de cette communauté? Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour spécial au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Bonjour encore spécial au ministre de l'administration territoriale et aussi aux Camerounais qui regardent et qui attendent impatiemment que le riz donné par Orca pour la lutte contre le coronavirus arrive dans leur casserole. L'attente est longue. Les Camerounais ne sont pas informés. Qu'est-ce qui se passe véritablement avec l'affaire du riz d'Orca? Est-ce qu'on en saura un peu plus? En tout cas, tout à l'heure avec Karine Santia, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, on va s'arrêter sur vos nombreuses réactions sur la toile. Karine les a retenues pour nous ce matin. Allons saluer Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour à vous Dominique et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix des populations de la ville de Bankim, c'est dans la Damawa. Et ces populations-là se plaignent de n'avoir pas d'électricité depuis plus de 3 semaines déjà. Il y a une communication du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui demande que l'électricité leur soit acheminée, mais jusqu'ici, rien n'a encore été fait. Voilà, le Cameroun avec ses multiples problèmes, ses multiples mots aujourd'hui, on tentera, madame, messieurs, nous vous demandons vraiment de rester avec nous, quoi qu'il en soit, mais surtout, on va tenter à travers cette émission de vous écouter vous aussi, vous lire en même temps, parce que vous avez des plateformes 10-12, le Zénith, pour ceux qui sont sur Facebook. Vous avez également les plateformes en live sur Facebook pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Allez vous abonner à la page Facebook Equinox TV. Et justement, Equinox TV, l'émission est diffusée en live. Laissez de nouveaux commentaires. Mais le vœu, c'est de laisser des commentaires porteurs de messages synthétisés pour permettre à Karine tout à l'heure, lorsqu'il va falloir vous lire, qu'elle puisse vous lire vraiment avec beaucoup plus d'aisance. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de commentaires, mais des commentaires qui ne sont forcément pas synthétisés et avec beaucoup de blagues. Donc, nous comptons sur vous pour nous restituer justement vos avis, vos pensées, vos points de vue, et on les relaiera ici sur l'antenne. L'histoire du jour ce matin, Dominique Audrey, c'est votre histoire. C'est une affaire qui vous concerne également. Peut-être pas votre histoire directement, je parle de la rubrique. De quoi est-ce qu'on a affaire avec vous ce matin? Parlons de l'histoire du jour. L'histoire du jour, c'est l'histoire d'une femme qui dit qu'elle est mariée depuis plus de 10 ans déjà. Elle a à son actif 4 enfants avec son mari. Le premier, l'aîné, il a 18 ans et les 3 autres filles ont entre 16, 14 et 12 ans.
Il y a quelques années de cela, sa femme s'est rendue compte que son mari avait eu un enfant dans une relation extra-conjugale. Et aujourd'hui, cet enfant a 17 ans. Lorsqu'elle a appris que son mari avait eu un enfant dehors, ça a créé un scandale. Il y a eu des problèmes, mais avec le temps, c'est passé. Son mari, lors d'une virée nocturne avec des amis, a aperçu dans un couloir, au niveau de... en face de... non, pas Minifem. Charlamel. Non, pas Minifem. Pas aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Douala. En face de Camtel, là-bas, il y a un couloir. Il a aperçu une jeune femme. Monaco. Voilà, Monaco, avec la silhouette de sa fille. Lorsqu'il se rapproche, il se rend effectivement compte que sa fille se prostitue. Il est rentré chez lui pendant des semaines. Il a eu du mal à manger, du mal à parler. Il était perdu. Il a simplement dit à sa femme que je voudrais que ma fille, vienne vivre avec nous. Je veux qu'elle connaisse ses frères et sœurs. Je veux qu'elle bénéficie de la même éducation que tu as donnée à ses frères, même si elle a déjà 17 ans. Sa femme n'a émis aucune objection et elle a accepté en demandant à son mari d'organiser justement son arrivée dans la maison. Les choses ont pris du temps. Sa femme, lors des investigations, en fouillant notamment le téléphone de son mari, est tombée sur une conversation dans laquelle il mentionnait à un de ses frères que, effectivement, sa fille se prostituait et qu'il a décidé de l'enlever de la rue pour la ramener à la maison. Et sa femme, aujourd'hui, ne sait pas à quel sens se vouer. Elle a déjà dit oui à son mari, ramène ta fille à la maison, mais maintenant, lorsqu'elle regarde ses 3 filles qui ont 16, 14 et 12 ans, comment est-ce que ça va se passer? Quel sera l'impact de cette jeune fille qui a déjà connu cette vie, la vie de dehors, comme on dit au Cameroun, sur ses autres filles? Est-ce qu'elle ne va pas déteindre sur l'éducation de cette fille? Est-ce qu'on peut effectivement la sauver? Doit-elle accepter qu'il vienne avec sa fille à la maison et qu'elle crée une situation ensuite pour la chasser? Donc voilà aujourd'hui la préoccupation de cette dame. Merci beaucoup Dominique Audrey, merci pour cette histoire et cette réalité qui peut être perceptible dans certaines familles au Cameroun, pas seulement au Cameroun mais en Afrique également, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, que ce soit à Bangui, pour ceux qui nous regardent également à Abidjan, à Dakar, à Yamoussoukro, merci également à vous. C'est des réalités africaines, comment faire un enfant, comment avoir une relation extra-conjugale et par la suite restituer le fait à votre épouse à la maison. Et dans vos rencontres nocturnes, vous tombez sur votre fille qui a 17 ans d'âge quand même et vous réalisez que votre fille que vous avez eue à l'extérieur se prostitue. Vous voulez la ramener à la maison pour la sauver, certainement oui, c'est important. Mais maintenant, vous craignez, votre épouse craint, vous y compris. On va tenter à notre façon justement de mieux expliquer les réalités, les contours, les tenants et les aboutissants d'une histoire pareille sur ce plateau. Bon, Bengan, je commence avec vous effectivement ce matin. Comment peut-on, à l'histoire qui nous a été restituée ce matin, protéger les enfants qui sont dans la maison et surtout amener la petite fille de 17 ans qui se prostitue déjà à en sortir et à retrouver une vie normale? La première chose à faire, c'est de s'entendre sur ce qui s'est passé et la signification qu'on donne à ce qui s'est passé. D'abord, vous et Audrey, vous utilisez des termes non consacrés. Et justement, cette utilisation de ces termes, si c'est ce que le monde retient, et je pense même que c'est ce que le monde retient, c'est pour ça que ça fait problème. Première chose, cette femme qui dit au mariage, elle est mariée, ça fait 10 ans. Elle a un enfant de 17 ans avec son mari. 18 ans. De 18 ans avec son mari. Et le mari a fait un enfant qui a relativement le même âge. Ça veut dire effectivement que cet enfant, il ne peut pas reprocher son mari de l'avoir trompé. Il n'était pas marié à ce moment-là où cet enfant était né. C'est une possibilité. Mais attendez, vous dites qu'elle est mariée, ça fait 10 ans, ça veut dire qu'elle-même... Elle a accouché avant d'être mariée. Voilà, ça veut dire qu'elle a accouché avant de se marier. Effectivement. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait donc pas faire un enfant avec notre fille, puisqu'elle ne peut pas réclamer ça, elle n'était pas mariée. Donc voilà les terminologies ou alors la configuration de l'histoire que vous voulez vous accaparer. Et c'est ça qui n'est pas bien avec le monde occidentalisé. Ils pensent toujours que la vie commence et se termine avec eux. Et c'est ça qui n'est pas bien.
Au moment où monsieur entretient des rapports avec elle, monsieur entretient des rapports avec une autre femme, dont l'une et l'autre ne sont pas mariées. Il fait les enfants, un moment, parallèlement. Il n'y a donc pas de reproche à lui faire. C'est d'abord sa première chose. D'accord, donc on ne doit pas reprocher l'homme d'avoir fait un enfant hors mariage. Non. Parce qu'en fait, au moment où il n'était pas encore marié, très bien. Et maintenant, comment peut-on sauver cette petite fille de 17 ans, la mener à quitter la rue et que son comportement n'ait pas d'impact sur les cadets avec qui elle va vivre dans les jours à venir? L'homme a commis la faute selon laquelle il n'a pas dit quand c'est marié, donc, avant même le mariage, de dire à l'autre fille que j'ai un enfant. Et là, la première erreur que l'homme a commise, n'ayant pas dit. Pourquoi cacher? Avait-il, j'allais dire, cet enfant lui était interdit de voir ou d'approcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-il pas dit à la femme? Bon, passons, vous posez le problème. Le problème, il est là. À partir du moment où l'homme a posé le problème ne revient plus, le problème revient à la femme. Et c'est bien qu'elle ait posé le problème. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle a une fille qui se prostitue. Alors, si vous voulez qu'on évacue le passé, et qu'elle considère donc cet enfant comme sa fille qui se prostitue. Et elle la récupère, comme tel, et commence à lui donner l'éducation en lui parlant des méfaits de la prostitution, des effets pervers de ce qu'elle a, notamment les cas de maladies graves qui pourraient survenir. Et sa vie qui est mise en jeu. Une femme, on ne met pas sa vie en jeu. Donc, en fait, première chose. Deuxième chose, on dit chez nous que lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. S'ils ont la ration qu'ils ont à la maison, elle intègre maintenant qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, et dire, on va se partager ça, ma fille, tu es déjà grande, voilà, tu vas t'occuper de tes frères et sœurs ici, voilà. Donc, il commence à lui donner une éducation de maman. Vous savez quand même qu'un enfant qui a 17 ans a eu un parcours de vie. Il y a eu des attitudes qui sont ancrées chez cet enfant-là. C'est ce parcours de vie, on va donc, j'allais dire, on lui donne vite les problèmes de responsabilité. Pour l'amener à sortir. Pour l'amener à sortir, on lui confie vite la responsabilité. En lui disant, on ne lui rappelle pas que, évidemment, ta rue là, tu as fait ci, ta rue. Non, vous savez déjà qu'elle a un type de comportement, elle pourrait être agressive, elle pourrait avoir un écart de langage, de comportement, mais vous n'en parlez pas nécessairement. Vous savez, vous corrigez au fur et à mesure, mais vous lui dites, vous êtes déjà une femme. Sachez que c'est vous qui me remplacez ici. Votre frère, vos soeurs comme ça, ils sont là. Donc, tenez la maison. Aidez-moi à tenir la maison. Mais en fait, vous ne tournez pas le dos. C'est une manière justement de regarder, de vérifier ces actes. Le moindre acte, c'est des genres de filles qu'on ne laisse pas en fait. Même si c'est pour faire la vaisselle, vous lui dites, bon, mais... Vous l'accompagnez en permanence. Oui. Non. Vous restez en retrait comme inspecteur Colombo. Oui. En réalité, c'est ça. Parce que vous ne savez pas si en laissant l'argent de la ration ou bien pour aller écraser l'argile, ainsi de suite, elle peut piquer. Elle aura des propensions à penser à elle, ses sous-vêtements, son maquillage, un certain nombre de jours. Donc, vous faites semblant de lui donner, j'allais dire, la maison. Mais en fait, vous ne lui donnez pas la maison. Vous êtes là aux aguets. Donc, une espèce d'inspecteur Colombo qui est là et vous la corrigez au fur et à mesure. Karine Sontia, est-ce qu'ici, dans l'histoire qui nous a été restituée, le père lui-même devrait s'en vouloir aujourd'hui, peut-être fautif parce qu'il a fait un enfant qui n'a pas pris la peine d'encadrer? N'est-ce pas l'occasion de faire une interpellation aux parents qui font les enfants extra-conjugaux, entre guillemets, parce qu'en même temps, rien ne l'interdit? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire ici que lorsqu'on fait un enfant, il faut s'en occuper absolument pour ne pas perdre l'éducation de ces enfants-là? Aussi, parce que s'il n'avait pas rencontré cette fille, sa fille dans les marches, je ne pense pas que le problème se serait posé aujourd'hui. C'est parce qu'il a été témoin du fait qu'aujourd'hui, il aimerait que sa fille vive avec lui. On ne sait pas trop dans quelles conditions la jeune fille a grandi, comment est-ce qu'elle a été éduquée, comment est-ce qu'il a fait pour la remarquer. S'il a pu la remarquer dans la rue et peut-être en pleine nuit, ça veut dire qu'il a l'habitude de la rencontrer. Ça veut dire qu'il a eu l'habitude constamment de la voir, mais jusque dans les conditions où il la rencontrait, il ne pouvait pas interpréter qu'elle vivait ce genre de vie.
Donc, je ne pense pas que c'était un papa qui était très loin, mais c'est un papa qui n'a pas forcément été impacté dans la vie de cette jeune fille. Peut-être parce que la maman mène une vie qui n'est pas vraiment, je ne sais pas comment on va dire ça, une vie qui n'est pas vraiment exemplaire. Parce que si, on nous dit ici que certainement, quand il a commencé la relation avec la maman, avec sa femme même, il était aussi dans une autre relation avec une autre femme. C'est quand il a posé certainement le poids des deux éducations que chacune d'elles donnait aux enfants qu'il a fait le choix de la femme qu'il voulait épouser. Mais il pouvait également, même bien avant, demander à la justement, femme de ramener la petite fille c'est pourquoi je dis, on ne connaît pas dans quelles conditions la fille a été éduquée. Peut-être qu'il avait juste l'autorisation de la rencontrer et qu'il n'avait pas l'autorisation de partir avec elle. Sauf que aujourd'hui, les conditions dans lesquelles il a rencontré sa fille le poussent à prendre une décision définitive et drastique. Et c'est une bonne décision. Maintenant, la ramener en famille, oui, ça aussi c'est une bonne décision. Parfois, les personnes qui se jettent dans la rue ont juste eu, à un moment donné, un besoin d'un toit ou encore d'une figure paternelle influente qui pourrait avoir une certaine influence. Peut-être dans leur vie, ou encore une certaine décision forte dans leur vie. Parce que généralement, les filles, lorsqu'elles ont un papa autour d'elles, elles ont le protecteur et elles savent que même si n'importe quoi leur arrive, elles pourront quand même avoir papa qui pourra même taper le poing sur la table, frapper le poing sur la table pour que ça ne continue pas. Donc je me dis que c'est une bonne décision. Maintenant, ce n'est pas aussi tout azimut qu'il devrait le faire. C'est de manière collégiale avec son épouse qu'ils devraient ensemble penser comment introduire la fille dans la maison et admettre une bonne relation entre les enfants et elle, et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de discordance entre l'éducation que la maman va vouloir donner à la fille et ce que le papa voudra de sa fille. Parce que les enfants qu'on fait entrer dans le foyer après qu'ils aient déjà grandi ont une autre éducation. Et lorsqu'ils arrivent dans la maison, ils rencontrent une nouvelle éducation et il faudra de manière collégiale que le père et la mère s'entendent sur ce qu'il faut donner parce que c'est un enfant différent. C'est des modules. Oui, c'est un enfant différent. L'enfant, c'est l'enfant, c'est vrai. Mais l'enfant qui est dans votre maison et qui a une autre éducation est différent du vôtre. Du coup, pour l'intégrer dans votre éducation à vous, c'est tout un processus. Et ça, c'est de manière collégiale que le père et la mère doivent s'entendre. Raison pour laquelle, à la fin du compte, quand ils vont s'entendre par rapport à cela, la maman qui est plus proche et que parmi ses enfants, il y a des filles, pourra en fonction de ce qu'elle a donné à ses filles, choisir l'orientation qu'elle pourra forcément donner à celle-là pour que entre elle et les autres enfants, il n'y ait pas de discordance, mais surtout pour que entre tous ces enfants, il y ait une certaine relation qui va être brassée. Mais la contagion peut être évitée dans ce cas-là. C'est-à-dire que et vous citez, comment éviter cette contagion? Pour éviter cela, il faudra, comme Momoka dit, donner des responsabilités, mais surtout donner des occupations. Parce que les responsabilités, ça veut dire qu'elle va prendre soin des autres et tout, mais il faut lui donner des occupations. C'est-à-dire que quand tu finis tes responsabilités, tu t'occupes autrement. Et là, ça va lui permettre de ne pas avoir de ne pas être oisive. Charles Amel Mbachou, c'est une histoire quand même compliquée aujourd'hui. On l'a très bien dit tout à l'heure que de nombreuses familles vivent ces réalités. Et il faut peut-être aussi un point de vue particulier pour pouvoir les aider à en sortir. Comment rattraper d'abord cette fille qui est chère à la famille? Comment faire en sorte que son comportement rattrapé puisse impacter positivement dans son environnement immédiat, qui est la cellule sociale, y compris ses cadets, mais surtout aider cette fille à se réinsérer sociologiquement parlant. Monsieur, sociologiquement et socialement. Michel Ngachou, cette fille n'est pas chère à la famille. Ça veut dire? Si son père ne l'avait pas vue, il devait la prendre. Cette fille n'est pas chère à la famille, donc vous devez enlever. Elle n'est pas chère au père? Elle n'est chère à personne. J'espère que ce n'est pas l'histoire de la fille que Dominique Audrey nous avait raconté que sa mère poussait à ramener les choses à la maison. J'ai comme l'impression que c'est la suite de l'affaire. C'est la suite de l'affaire. Bon, ça c'était juste pour lui. Monsieur Michel Ngachou, on ne ramène pas un enfant comme ça à la maison. J'ai quand même eu l'occasion de côtoyer les filles de la rue à une certaine période. Non pas de pratiquer, côtoyer. Voilà, parce que je suis le regard de beaucoup de personnes. Oui, mais il y a une à un moment, je travaillais à l'éducation à la vie et à l'amour. J'étais père éducateur et les EVA, M. Michel Ngachou. J'ai eu à côtoyer ces jeunes filles. Une fille de la rue a un parrain. Un parrain? Elle a un parrain.
un proxénète, un protecteur. Première chose. Elles sont placées sous le joug des mamans, des tatas. Ça veut dire qu'elle est sous le coup d'une tata qui la copte, qui la garde, et c'est des filles qui appartiennent à un clan. Ça veut dire que, comme vous les voyez, il y a un endroit, c'est pour les jeunes filles. Dans la zone où elle parle, c'est pour les filles de moins de 20 ans. Il y a un endroit pour les filles de 20 à 30 ans. Et il y a un coin pour les mères. Le coin des mères, c'est derrière les kiosques de cigarettes. Elles sont assises, elles tapent les commentaires. Là. Ne pensez pas que c'est des copines, elles sont au travail. Donc quand une vient violer le territoire, ça donne lieu souvent à des bagarres terribles. Il faut faire très attention. Et pour revenir à l'autre chose, non, je suis dans l'histoire. Ces jeunes filles, les jeunes filles de la rue, c'est des filles qui fument la drogue. Elles fument de la drogue. C'est des filles qui se droguent à une hauteur, d'autres même procèdent par injection. Se lever tout de go et de dire parce que je l'ai vu, je la ramène. Non. Oui, l'autre a dit oui parce que c'est le devoir d'une épouse. Et là, je suis d'accord avec Bonbon. C'est le devoir d'une épouse. Une épouse ne refuse rien à son mari. Quel que soit l'heure et quel que soit le temps, la femme ne refuse rien à son mari. Le oui de la femme devrait être permanent. C'est important que les femmes aussi le sachent. Donc elle a dit oui. Pourquoi vous riez? On suit votre regard. Vous voulez en même temps, quand vous dites le oui de la femme devrait être permanent. Permanent, monsieur voilà, Michel Gachou. on prend la leçon. Même dans le sommeil, elle doit dire oui, même si elle n'a pas compris, elle doit dire oui. Donc, monsieur Michel Gachou, un enfant comme celui-là, il faut le préparer. Les filles de la rue, c'est des filles qu'on ne reproche pas. Oui. C'est des filles, lorsque vous lui dites que toi, tu as fait ça, ce n'est pas bon. Elle est prompte à la bagarre. Elles sont agressives. Elles sont d'une agressivité que vous ne pouvez pas imaginer. La preuve, sur tous les réseaux sociaux, vous allez voir des filles qui bagarrent, qui se tirent les cheveux, dont les jupes remontent, les robes. C'est des filles de la nuit. C'est leur monde. On règle tout là-bas en bagarre. Le cerveau n'existe pas. On met le cerveau en location là-bas, monsieur Michel Gachou. Là, c'est des bagarres. Ramener une fille comme celle-là, c'est se préparer à ouvrir sa maison à la guerre. Et si vous allez voir, c'est une fille qui a des tatouages. Parce que ces filles ont des tatouages par rapport à leur clan. Elles ont des piercings. Je vous assure que c'est un autre monde, monsieur Michel Gachou. Donc, celle qui a dit oui, je bénis cette femme. Traditionnellement, c'est une bonne femme. Mais l'homme, maintenant, il est poursuivi par le karma. Parce que c'est maintenant. Vous avez des hommes, excusez-moi l'expression, qui se disent bantous, mais qui sont méchants à la limite. Faire un enfant. Oui, Dominique, nous aussi, on traite des hommes de méchants chez les bantous. Des hommes qui font des enfants, ils abandonnent l'enfant, il disparaît. Était-ce la faute de la mère? N'était-ce pas? Mais s'il a pu reconnaître, ça veut dire que chaque 10 ans, on lui envoie au moins la photo de l'enfant, ou tous les 6 ou 5 ans, on envoyait à l'anniversaire de l'enfant. Reconnaître son enfant et décider de récupérer son enfant. Il y a un rituel, et Bonbogla dit, il faut aller rencontrer les parents. Je vais récupérer ma fille. Il faudrait qu'on vous donne la fille, ne la prenez pas dans la rue, vous l'amenez chez vous. Non, il faudrait préparer la fille. Est-ce que ce rituel-là change la mentalité de la fille? Oui, ça change. Il y a un impact. C'est ce que Bonbon vous a dit, ça change. Oui, il y a un rituel. En disant, ok, à partir d'aujourd'hui, tu vas rejoindre ton père. Pour partir, ton père, il y a eu ceci. On règle, on cicatrise les blessures. Parce que tout à l'heure, Karine a parlé, il y a des blessures en elle qu'il faut cicatriser. Ton père t'a abandonné, ton père a fait. Mais dans la vie, il peut arriver un moment où, vous savez, ces réconciliations et ces cicatrisations se passent généralement devant le cercueil. Hein. Parce qu'il y a des hommes qui renient leurs enfants de leur vie. C'est à la mort. On dit à la fille, ton père est mort. Il faut que tu sois aidé. C'est pendant qu'on pose le cercueil que les chefs de famille disent, ok, il a vécu comme il a vécu. Notre frère n'était pas ci, n'était pas ça. Bon, il est parti. On oublie. Réconciliez-vous les enfants. Parfois, après, ça donne lieu à des scandales que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la raison pour laquelle chez les bantous, il faut le faire. Donc, il y a un rituel qu'il faut d'abord faire. De séparation, d'acceptation de son père et on renoue. Comme on va dire, on remet l'arc-en-ciel. Une fois qu'on a remis l'arc-en-ciel, il faudrait que le père lui trouve quelque chose. D'abord dans son environnement dans lequel elle vit, qu'on lui trouve quelque chose. Parce que vous ramenez ce genre de fille. Un jour, son parent l'attrape dans la rue. Il la suit. Pour savoir là où elle va, là où elle dort. Vous serez surpris qu'à 3 h du matin, vous avez des brigands qui débarquent chez vous. On dit que mais tu as pris ma fille. C'est ma fille que tu as pris dans la rue. Je l'ai louée. Elle a fait 1 mois, je ne l'ai pas vue. On te fracture. Un moment, c'est ton enfant. On a vu plein de personnes qui sont fait agresser. Donc il faudrait qu'il aille avec beaucoup de tact, pour histoire de récupérer, parce qu'elle peut entrer. Elle a perdu. Elle vous donne l'impression qu'elle a perdu, mais elle entraîne plutôt tout le Bataclan, toute votre maison dans la prostitution. Merci beaucoup, cher Lamel. Dominique Audrey, effectivement, votre point de vue ce matin. Comment ramener, du moins, comment donner une réponse efficiente à cette maman qui vous l'a posée ce matin?
Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que je partage, les avis en partie. Mais maintenant, cette femme, je crois qu'elle est sur le bon chemin en acceptant que la jeune femme revienne à la maison. Elle est âgée de 17 ans et je crois qu'à 17 ans, c'est encore possible. Si on fait un retour en arrière sur lorsque la jeune fille était encore petite, elle a simplement mis en application un certain nombre d'activités que sa mère pratiquait. Parce qu'on dit que l'enfant ne va jamais retenir ce que vous lui enseignez de bien. Il ne fera que ce que vous êtes. Il ne pratiquera que ce que vous, le parent, vous incarnez en tant que personne. Donc malheureusement, on peut se dire que cette jeune femme a grandi dans un environnement où soit la mère était toutes les nuits dehors, soit sa mère ramenait des hommes à la maison sous ses yeux. Et elle a vu que c'était une bonne chose et directement elle s'est lancée là. Moi j'ai envie de comprendre pourquoi à 17 ans elle ne va pas à l'école. Vraiment c'est très grave. À cette époque de la vie, on ne peut plus avoir des enfants de cet âge-là à la maison, qui plus est dans la prostitution. C'est tellement grave. Et je partage totalement ce que Maman dit lorsqu'il parle de responsabilisation. Il faudrait qu'on fasse comprendre à la fille que, ok, tu as fait ce que tu as fait, tu t'es retrouvée là où tu étais. Faisons table rase de tout ça. C'est terminé. Aujourd'hui, tu es une jeune femme nouvelle. Tu peux encore te construire. On peut l'envoyer dans des cours du soir. Elle peut faire les cours à domicile. Elle peut, qu'elle soit... Les cours du soir. Ou des cours à domicile. Non, même pas à domicile. Avec un cerveau. Elle peut lire la tenue. Elle a 17 ans. Ah, d'accord. Moi, je pense que 17 ans plein la de laisser... blanc, 17 ans plein. Qu'elle fasse la couture. Non, mais jusque-là. J'estime que sortir de la maison, la laisser sortir de la maison, c'est grave. Elle a le téléphone et elle aura la possibilité de se retrouver avec ces gens. Donc, si elle peut faire des cours en ligne, des cours de formation en ligne, aujourd'hui la technologie le permet, elle peut rester à la maison tout en étant responsable. Si elle a le téléphone, c'est grave. De la maison et de ses frères. Bon, dit qu'on doit lui donner la possibilité. On ne doit pas la traiter comme si elle était une forcenée. Elle n'a pas perdu son cerveau, elle n'a pas perdu ses membres. Elle a traversé un mauvais cap dans sa vie, c'est terminé. Mais maintenant, si on la traite comme une marginale, elle va se comporter comme une marginale. Si elle a arrêté l'école au commandant, vous la renvoyez toujours en ligne. Il y a des professeurs particuliers. Ah, d'accord. Oui, il y a des professeurs particuliers qui peuvent venir séduire ces professeurs-là, vraiment. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'on la jette dans une poubelle alors. Non, on ne la jette pas. Elle a l'art de la séduction. Elle a l'art de la séduction. Les prostituées ne séduisent pas. Bon, en même temps. Non, monsieur Michel Gachou, même à Mini-Ferme, là où elle connaît mieux. Elle connaît les amoureux. Comment peux-tu dire que les prostituées ne séduisent pas? Non, pas là. Elles ont l'art de la séduction. Dans ce pays, il y avait ce qu'on appelait les home ateliers. Les home ateliers, on disait prosaïquement que c'était des écoles d'apprentissage pour des filles inadaptées sociales. Oui. Par exemple, les home ateliers. Il n'y en a plus. Voilà, à Bépanda, on a un centre. Je pense qu'il y en a. À New Delhi, à Bépanda, on a un centre où on accueille, voilà, le centre d'accueil de Bépanda, on a des prisonniers, des prisons, c'est une prison pour mineurs. On peut même également l'envoyer là-bas. Là-bas, on ne sort pas. Il y a l'école à l'intérieur, les activités se font à l'intérieur. Donc, si vous avez elle n'a que 17 ans, elle peut encore vivre, on peut encore la sauver. Merci. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, nous dit Dominique Audrey ce matin. On peut jeune. encore la sauver, oui, c'est son avis. Vous également qui nous regardez ce matin, quel est votre avis? Quel conseil exceptionnel donnez-vous pour qu'on puisse sortir cette fille de la rue, lui donner un encadrement particulier, mais surtout lui permettre d'avoir un impact réel dans son environnement immédiat et ne pas influencer sur la croissance de ses cadets parce que désormais, elle rentrera dans la maison de papa avec la femme de maman. Mesdames, Messieurs, dans un instant, étant donné que vous êtes avec nous sur notre antenne Equinox Télévision et 10-12, le Zénith se poursuit, on parlera de la colère dans un instant. Cette colère que signe Charlamagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question du détournement des frais de relève des personnels nouvellement affectés dans la fonction publique
dans ce pays. Comment comprendre que la notion de frais de relève d'un serpent de mer dans ce pays? Les ordonnateurs et les gestionnaires sont méchants dans ce pays. Oui, la méchanceté a établi son nid dans l'administration publique. Savez-vous qu'immédiatement après la sortie des écoles normales, les jeunes enseignants sont affectés, pour le cas des enseignants, dans des coins enclavés pour la plupart, avec des frais de relève que le ministère met à leur disposition. Somme d'argent calculée en fonction de la distance entre le lieu de formation et le lieu d'affectation et remise, censée, entre guillemets, remise à l'enseignant pour lui permettre de rejoindre son poste d'affectation. Savez-vous que les personnels, les fonctionnaires affectés dans un lieu, eux aussi doivent bénéficier de ces frais, entre guillemets, pour leur installation? Hélas, somme d'argent que ne perçoivent presque jamais en totalité les pauvres soldats de la nation. Parce que cet argent est littéralement détourné, consommé par les responsables des lieux d'affectation. Posez la question aux sous-préfets, posez la question aux délégués régionaux, posez la question aux délégués départementaux. Ils vous donneront peut-être la raison pour laquelle ils prennent le poids, tandis que leurs collaborateurs, eux, maigrissent. Comment comprendre que le personnel affecté dans les zones dites reculées ne perçoivent jamais que la moitié de ce qui leur est dû comme prime? Parce que les délégués régionaux, qui depuis quelques années sont chargés du paiement de ces sommes, délégués régionaux des enseignements secondaires pour eux, ne sont généralement pas pressés de verser les dites sommes aux intéressés. Il faut attendre que le délégué veuille bien signer les documents nécessaires au paiement des fameux frais. Prenons le cas de ceux qu'on affecte à Poli, là-bas dans l'extrême nord, pour partir de Poli et rallier Garoua. Je vous assure, c'est un parcours de combattant. Vous travaillez à Garoua, vous travaillez à Poli, vous devez percevoir votre salaire à Garoua, mais vous quittez de Yaoundé. Vous arrivez, on vous dit rien n'a encore été fait. Pourtant, vos frais, les documents pour vous permettre de rentrer en possession sont là. Mais le délégué s'assied. Quoi va me faire? Le mapartisme, voilà ce qui tue ce pays. Savez-vous par exemple que ce qui concerne l'enseignement, ceux qui étaient affectés dans la zone du Sud étaient censés percevoir, partant de Yaoundé, la somme de 12 000 francs de frais de relève, mais se retrouvaient à percevoir 7 500 francs. C'est écrit à Yaoundé 12 000, mais là-bas c'est 7 500. Quel que soit le côté du Sud, là où vous vous retrouvez, la matière passe sur votre dû. Où sont passés les 4 500 francs? On vous dit allez demander à Madame Nalova Lyonga. C'est elle qui connaît. Pourtant, c'est les délégués. Savez-vous que la base de tout sortant de l'école normale supérieure et N7 est de 100 000 francs CFA avant même de prendre en compte le kilométrage? Pourquoi tant de méchanceté dans ce pays? Pourquoi ne pas accorder ne serait-ce que le 1/10 de leur dû pour gérer au moins les enfants qu'ils déclarent dans les dossiers, les bagages? Same thing pour les fonctionnaires. Ministère des Commerces, quand on affecte ces contrôleurs de prix. Les gars souffrent pour un salaire de 60 000 francs. On détourne jusqu'aux frais de relève. Comment comprendre cet abandon des pauvres citoyens camerounais, soldats dans l'âme, qui rejoignent leur poste d'affectation comme des malheureux? Savez-vous que pour obtenir ces 7 500 francs, votre présence est requise. L'aller-retour pour certains,
pour partir de leur poste, pour aller en termes de justification de présence, c'est 18 000 francs CFA. Ceux qui partent de Biwombane, ceux qui partent de Kenzu, ceux qui vont de Poli pour Garoua, il faut dépenser 18 000 francs pour aller signer combien? Vraiment, ce pays est formidable. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, on a mis en place un mécanisme précis. On vous fait un dépôt via les opérateurs, mais contre 10 000 francs CFA. Il n'est pas formidable ce pays, M. Michel Ngacho? Disons seulement Chalamel. Vraiment merci vivement pour la colère ce matin et nous souhaitons encore saluer tous les fonctionnaires camerounais qui sont aux affaires. Il y en a aussi parmi eux, il y en a des véreux et il y en a qui ne le sont pas. Mais on va quand même dire que la réalité touche la fonction publique aujourd'hui. Quelle attitude, comment la comprendre, quel regard, quelle analyse faites-vous du fait que les frais justement de relève des fonctionnaires au Cameroun soient détournés, littéralement? C'est vraiment formidable, Charlamagne. C'est formidable. Mais j'imagine que vous parlez de Poli, partant de Poli pour Garoua. Vous avez ceux qui partent de Ngobo pour Yagua. Et vous parlez de ceux qui sont à l'est profond. Kenzu, ceux qui sont dans le sud, à Biwombane, c'est 18 000 francs. Et la voiture ne passe qu'une à deux fois. Comme nous sommes en plusieurs saisons de pluie, c'est une fois. Une fois la semaine. Il faut avoir la chance, en fait, de l'emprunter. Et là, vous partez, il faut que vous dormez. Parce que pour pouvoir arriver le délégué en mission, il faut que vous dormez dans un hôtel. Plus vos 18 000, vous l'attendez. Vous pouvez manger combien? Bon, que vous inspire cette colère? Non, je pense que Charles Hamel a trouvé le mot juste, c'est la méchanceté. La méchanceté, et il faut qu'on s'évertue à combattre la méchanceté. Donc le régime surfe sur la méchanceté? Oui, je veux dire, certains fonctionnaires sont passés maîtres dans l'art de la méchanceté. Ils sont vraiment méchants, cyniques, sadiques, cupides, ça ne leur dit rien. Quelqu'un, il bouffe ton argent, il sait bien que c'est lui. Comme il sait que vous n'avez pas accès au ministre, il dit, mais c'est comme ça que j'ai reçu ça. Il vous répond d'ailleurs avec un aimant. Comme j'ai reçu ça, je ne vous dois plus remettre. C'est moi qui devais demander au ministre. C'est moi qui gère le budget. Voilà leur comportement. Est-ce que c'est moi qui gère le budget? Sortez de mon bureau. Si vous ne prenez pas, dis donc, vous laissez. Après, vous allez dire, voilà ce type de comportement. Non, de manière plus sérieuse, on peut quand même reprocher des choses à Amadou Ahidjo, mais la construction de la nouvelle République, il y avait mis un certain nombre de choses, notamment, et Charles Hamel l'a bien fait, l'affectation de fonctionnaires, des jeunes. C'était d'abord dans l'arrière-pays. Et on vous rapprochait de votre lieu de naissance au fur et à mesure que vous approchez l'âge de la retraite. Et on pouvait, puisque étant jeune... Ça veut dire que si... Ça veut dire que vous pouvez faire le tour du pays. Si on vous a fait par exemple des Bolova. De Bolova, Biwombane. On vous ramène 6 ans après au niveau de Yaoundé. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas, si vous êtes Douala, bien que vous êtes appartenant. Non, vous êtes originaire, c'est pas moi, des Bombari. Il y a des Bombari, voilà. Au fur et à mesure, on vous ramène. Tout à fait. À moins 5 ans de votre retraite, vous êtes déjà dans votre lieu de naissance. Tout à fait. C'est pour ça qu'on disait province d'origine, département d'origine, tout ça était que. Il y avait également ce qu'on appelle le catégorie A1, A2, A2, puisque ça s'arrête à A2, B, C de la fonction publique. Donc tout ça était calculé dedans. Parce que en fait, lorsque vous avez votre matricule, l'école qui vous a formé, on sait déjà d'abord votre diplôme de sortie, vous savez où, quelle est votre catégorie. D'abord, quand vous faites le concours, vous savez que je vais faire concours niveau B1 de la fonction publique, A1 ou A2. Et l'indice sera tentant. Donc tout ça a été calculé. Mais en attendant donc qu'on vous fasse le rappel, il y a ces commodités-là qu'on vous donnait. Deuxièmement, même si vous êtes ancien, vous avez eu votre rappel, donc je veux dire vous êtes ancien au poste, il y a ces frais de relève. Ce qui fait que vous, qu'on vous affecte, généralement les affectations sortaient au journal de 20h. Il n'y avait pas assez. Oui. Il y a les délégués provinciaux, comme on les a appelés à l'époque, aujourd'hui c'est régionaux, départementaux, ainsi de suite. Donc vous savez où aller. Ouais. Donc si vous êtes dans un CS, dans un hôpital d'ici, donc
déjà, votre chef sait que vous êtes affecté. Bon, si le nom n'est pas passé à la radio, la note arrive. La note d'affectation arrive et votre médecin-chef et votre proviseur, et ça dépend de quel service vous avez, on fait le lendemain le sous-préfet au courant et décide que vous allez à tel endroit. Donc, si ce n'est pas son niveau, vous allez au niveau du délégué départemental, il fait donc vous avez trouvé ces commodités-là et on vous met en route pour la prise de services. N'est-ce pas l'occasion justement la prise à votre de service, exposé d'inviter justement le ministre de la fonction publique à prendre à bras le corps ces réalités qui, je veux dire, ces réalités du passé, sous l'ère Aïdio, disparues sous l'ère Paul Biya aujourd'hui, et les remettre en marche pour que les fonctionnaires au moins puissent en profiter véritablement, mais surtout ouvrir l'œil sur l'attitude des délégués régionaux et départementaux. Non, là c'est chaque chef de département ministériel, c'est vrai. Oui. Le ministre, comme ils sont fonctionnaires, il envoie, mais c'est calculé dans le budget de chaque ministre. Donc en fait, comme on affecte un enseignant à l'arrière-pays, c'est son ministre qui sait comment ça se passe et le délégué régional, il sait comment ça va se passer. Donc il doit donc débloquer ces commodités-là, l'argent qui remplit ces commodités pour que vous alliez prendre service. Mais le problème qui est arrivé, c'est quoi? C'est que certaines personnes qui aimaient le pays, qui étaient patriotes, on les affectait. Bon, il y avait peut-être la difficulté parce que les voies de communication sont comme elles sont. Vous êtes en dôme. Le temps d'arriver à EDA pour que le délégué départemental vous signe, alors qu'on vous a affecté à DEC. Donc quitter d'un dôme DEC est plus facile puisque vous avez votre note. Il va en DEC, il prend le truc. Maintenant, quand il vient, peut-être là même commencer à travailler. Le temps de revenir à EDA pour ces commodités, vous trouvez qu'on a déjà charcuté. On a charcuté. Bon, vous parlez, vous essayez de revendiquer, on vous traite d'opposants. Donc vous voyez, il y a vraiment c'était la méchanceté. Peut-être même outrancier à Mbon Bengan. Car je vous lance quand même parce que il y a une réalité aujourd'hui. Il y a des fonctionnaires qui sont sortis de l'ENAM. Il y a des fonctionnaires qui sont sortis des écoles. On va prendre l'exemple de l'école normale supérieure de l'ENS. Est-ce qu'on va dire que le traitement de ces deux corps-là soit particulier, bien soit identique? Bon, j'aimerais quand même me renseigner. Monsieur Mbatou, lorsque quelqu'un est à l'ENAM et à l'ENS, il a un salaire pendant qu'il a l'ENS? Non, il n'a rien. D'accord, donc il faut déjà, à partir de là... Les sont payés par mois. Donc, je vous dis qu'à partir de là, vous devez comprendre qu'il y a une différence. Lorsque vous êtes dans une école où vous allez fréquenter pour sortir et enseigner, vous n'êtes pas payé pendant que vous fréquentez. Mais lorsque quelqu'un aura pour responsabilité de signer des papiers, lui, au moins, il est payé pendant qu'il va à l'école. Vous comprenez déjà que sa responsabilité est plus lourde que la vôtre parce que lui, il signe des papiers et vous utilisez la craie. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, au Cameroun, il y a quand même un décret qui fixe le régime de déplacement des fonctionnaires. Il faut au moins commencer à respecter ce que vous écrivez. Parce que dans ce décret, on mentionne que lorsqu'un fonctionnaire est affecté, on lui paye les frais d'aménagement des bagages, les frais d'emballage de bagages, jusqu'au camionneur qui porte les bagages et va déposer. Ça veut dire que, en principe, ce n'est que lorsqu'il a ces frais-là qu'il doit se déplacer. C'était comme ça autant de tel que décret par le moment. Maintenant, sauf que maintenant, sur le terrain, lorsque vous voyez, les gars sont obligés d'abord d'aller prendre fonction. Sinon, on va faire un rapport sur vous et vous risquez gros. Et donc, sans tenir compte qu'on ne vous a pas donné les moyens pour aller prendre le service. Et vous sortez de l'école. Et lorsque vous partez prendre fonction, lorsque vous arrivez là-bas, le délégué régional départemental qui vous reçoit est censé vous donner toutes ces commodités-là. Sauf qu'on ne vous donne rien. Du coup, vous êtes affecté sans être intégré pour la plupart du temps. Parce que c'est 2 ans après, parfois, que votre dossier d'intégration pourra être accepté. Vous parlez et que ceux qui sortent directement de l'école? Oui, je parle de ceux qui sortent directement de l'école. Il y a également la particularité de ceux qui travaillent déjà et qui sont affectés. J'y arrive. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas encore intégré, vous commencez à travailler 2 ans après, avant que votre rappel sorte. Et vous pouvez toujours ne pas avoir ces commodités depuis le départ. Et on a généralement, coutumièrement, on nous dit que l'argent du GOM ne se perd pas. Même si
puis c'est 10 ans après, on va vous rembourser. Sauf qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont allés en retraite sans avoir, sans être entrés en possession de ce montant-là. Maintenant, il y a ceux qui sont en plein processus, qui travaillent déjà, et que lorsqu'ils doivent profiter de ces commodités, ils arrivent dans les localités où ils doivent travailler. C'est le délégué régional qui les reçoit, qui dit... Voilà, je dois avoir mon per diem. Mon pourcentage, c'est combien? Ma part, c'est combien pour entrer en possession de cela? Au cas contraire, vous allez attendre longtemps pour qu'il daigne même penser à votre cas. Et vous allez travailler à crédit. Vous allez vous déplacer à vos frais. Vous allez arriver à commencer à travailler à vos frais. Vous dépensez chaque jour à vos frais. Peut-être les membres de la famille vont cotiser pour vous aider. Mais jusqu'à ce que le délégué régional pense à vous, puisque vous n'avez pas accepté les per diem, vous n'aurez rien. Dominique Audrey, est-ce qu'il n'est pas temps justement à la colère restituée ce matin d'interpeller le premier fonctionnaire camerounais, Paul Biya lui-même, y compris le premier ministre chef du gouvernement, qui est le patron justement des fonctionnaires du Cameroun, à travers justement les différents ministères, à regarder de plus près cette réalité, surtout ici interpeller le ministre de la fonction publique? Ils sont au courant. Ils sont au courant parce que tous ces corps de métier ont déjà émis des plaintes. Ils ont écrit des lettres. Ils ont parlé, tout le monde le sait. Donc ils font simplement, c'est un silence de cimetière. Ils disent, bon, c'est un problème de 60 000, 90 000, c'est pas des problèmes ça. Donc personne n'en parle parce que ça ne leur dit foutrement rien. Ils ne sont pas personnellement impliqués, ils ne sont pas directement touchés. Conséquent, ça ne leur dit rien. Au niveau des contrôleurs de prix, nous sommes au ministère du Commerce là-bas. La situation de ces gens, si on va par exemple dans la Damawa, est très grave. Elle est grave pourquoi? Monsieur Mbachou l'a mentionné, on vous donne 60 000 francs par mois de salaire, de mensualité. Dans ces 60 000-là, les prérogatives du ministère fait que vous avez le devoir, en fait on met à votre disposition un moyen de transport. Mais ces contrôleurs-là vous disent que l'argent de transport sort de leur poche parce qu'on ne leur attribue pas le carburant. On ne leur donne pas de prime de risque. Tout le monde a déjà reçu au moins une fois ou bien assisté à comment ces contrôleurs de prix sont gérés sur le marché. Ces gens, parfois, lorsqu'ils veulent faire appliquer les textes pour les vrais fonctionnaires, ceux qui font leur travail en âme et conscience, ils sont parfois victimes d'agressions dans des marchés et on ne leur donne pas de prime pour ça. À côté de ça, les primes d'affectation, comme M. Mbachou l'a mentionné, ne leur sont pas reversées. Mais ils disent, d'autres confient que lorsqu'on en donne même, ça a les yeux, comme on dit au Cameroun. On va donner à certains par affinité, par acquaintance, et à d'autres, on n'en donnera pas. Conséquence, on a des fonctionnaires qui sont frustrés au sein des groupes de travail, parce que il est inadmissible qu'on sorte tous, qu'on aille sur le terrain, qu'on fasse le même travail, et que parmi nous, il y en a à qui on donne ces frais de relève-là. Et les frais de relève, si on en donne à certains, ça veut dire que les personnes qui sont entrées à ce poste-là, ou bien qui sont à ces responsabilités, sont entrées par les voies qu'on connaît aujourd'hui, par l'achat de poste et par le positionnement par personne interposée. Donc aujourd'hui, il est plus que temps qu'on repense notre administration, qu'on mette des personnes qu'il faut aux places qu'il faut. Parce qu'on est en train d'acter les détournements. L'année dernière, je pense, on avait arrêté 15 fonctionnaires qui avaient détourné justement des frais de mission à hauteur de 735 millions de francs. Ils ont détourné. Est-ce qu'on a donc pris la peine de redistribuer cet argent-là? Non. Le drame, c'est qu'au Cameroun, lorsque vous détournez des pareils montants, on vous encadre en prison, mais lorsque vous volez un morceau de savon, je ne sais pas trop, de pain, vous allez y croupir. Merci beaucoup Dominique Audrey, on reviendra à vous de toutes les façons, vous continuerez à nous laisser vos analyses sur ce sujet. Madame, Monsieur, on vous lira également dans un instant dans la deuxième partie de votre programme 10-12 le Zénith. On marque une pause, comme le veut la tradition dans ce programme, et on en reparle en deuxième partie. Bon retour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12. Le Zénith, à l'instant, des sujets importants
qui font bien évidemment bouger la République en ce moment. Et parmi ces sujets, on se pose encore la question de savoir exactement ce qui se passe aujourd'hui à l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, avec l'actuel PCA qui est sur la sellette et surtout interpellé par son ministre de tutelle, Justine Difo, qui vient d'être nommée et qui est accusée en même temps par la gestion interne. Beaucoup pensent aujourd'hui que la PCA serait entrée au niveau de la RT justement, pour s'aimer également la zizanie, des sujets qui font bouger en même temps la toile aujourd'hui. Et vous le savez également, il y a en ce moment, toujours sur la toile encore, cette note et cette sortie de signée, cette note officielle justement qui fait le tour. Justine Difo serait-elle à abattre? Est-elle acceptée ou pas? Est-elle la bienvenue à la RT ou pas? Des questions sont justement encore en suspens. Est-ce qu'on peut nous dire finalement au Cameroun ce qu'il en est véritablement du réel et du bon bilan du coronavirus? Est-ce qu'on peut comprendre vraiment la réalité autour de cette situation? Est-ce qu'on peut nous dire si finalement le Cameroun a des solutions évidentes pour les malades du Covid-19? Est-ce qu'on fera toujours confiance à l'hydroxychloroquine ou encore à l'azithromycine? Est-ce que les protocoles du docteur Didier Raoult sont toujours les bienvenus au Cameroun? Qu'est-ce que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation nous dit finalement en ce qui concerne la production des médicaments appropriés pour sauver les vies? Et est-ce qu'on peut dire finalement aux Camerounais avec quoi est-ce qu'on soigne ces nombreux malades dans les hôpitaux? D'ailleurs, avec les chiffres qu'on nous donne, il va falloir justement qu'un jour qu'on en sache un peu plus. Et on va quand même vous rappeler qu'en ce moment, Maurice Kamto vient de faire justement un appel aux Camerounais. Il appelle bien sûr les Camerounais à se mobiliser pour empêcher, vous le savez, par tous les moyens pacifiques, la tenue de toute nouvelle élection, à commencer par les élections régionales en préparation et la réforme consensuelle et effective du système électoral. Est-ce que Maurice Kamto a des informations qu'on ne connaît pas? Pourquoi ne nous dit-il rien? Et il parle de régional. Est-ce que le chef de l'État, Paul Biya, aurait-il déjà convoqué le corps électoral? On attend encore. Serait-il dans le sérail avec des informations qu'on ne parvient peut-être pas à mieux cerner ou encore à mieux contrôler? À quoi joue-t-il? Est-ce qu'on peut toujours lui faire confiance? La question est posée et on attend bien sûr les réponses de vous. Madame, Monsieur, restez avec nous. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit. Et à l'instant, avec Charles Amem-Batchou, on s'est arrêté sur la colère qui revient effectivement sur les frais de relève des fonctionnaires au Cameroun. Charles Amem-Batchou, pour mieux vider ce sujet véritablement avec nos téléspectateurs, je le demandais tout à l'heure à Dominique Audry, n'est-il pas important maintenant d'interpeller le Premier ministre et chef du gouvernement, qu'il mette la main sur le ministre de la fonction publique et qui lui rende des comptes justement sur cette gestion qui est calamiteuse et qui fait honte aux fonctionnaires camerounais aujourd'hui? Monsieur Michel Ngatiou, quand le système est pourri, il est pourri de haut en bas. Le bas n'est que la conséquence de ce qui se passe en haut. Parce que si vous posez la question au délégué, lui-même va vous dire qu'on sectionne ce budget. C'est pas le budget à lui, on sectionne. Lui aussi, il est obligé de sectionner en bas. C'est le principe de cooptation. Il fonctionne. Mais, Bamboka a eu le bonheur de vous parler de l'époque d'Aïdio. Chaque fois que j'en parle, j'ai envie de couler des larmes. Le fonctionnaire n'allait pas en mission. Lorsqu'on dit, monsieur Michel Ngatiou, vous êtes affecté en Gaoundéré, vous allez travailler à l'école publique de Sabungari. Lorsque vous partez prendre votre note, on vous demandait d'aller directement. Ça veut dire que vous allez vous percevoir. Ça se passait en 3 étapes. La première étape, vous ne connaissez pas Sabungari. Vous descendez d'abord à Sabungari pour faire l'évaluation des lieux, voir là où vous allez travailler et tout, avec avec logement. Logement. Vous descendez parce qu'on vous trouvait le logement. Vous descendez, vous voyez, vous remontez, dites à votre femme, j'ai vu et tout. Bon, dans un premier temps, il faudrait que je m'avance. Vous commencez à monter les dossiers. Montez les dossiers pour le regroupement familial, vous montez les dossiers par rapport à vos enfants dans tous les établissements scolaires là où ils sont. Vous allez là-bas, qu'on vous donne le certificat pour aller inscrire facilement vos enfants. Vous vous entendez avec votre femme. Lorsque vous descendez,
2 mois après, vous remontez. Comme elle a dit, vous préparez le camion. Si vous allez savoir descendre par voiture, ça va aller par train, vous vous arrangez. On calculait depuis votre lieu de formation, pour ceux qui sortent de l'école, depuis votre lieu de formation jusqu'à cet endroit. Si ça fait 480 km, on calcule en fonction du kilométrage, on vous remet votre argent. Donc, monsieur Michel Ngadio, quand vous avez ce genre qui a bien fonctionné, et aujourd'hui on vous dit partez d'abord, vous devez prendre service dans ce week-end, vous devez être présent dès la sortie, la publication de votre note d'affectation. Vous descendez sur le terrain, vous êtes reçu comment? Vous dormez où? Est-ce que vous savez que là-bas, je prends le cas de Biwong Banem, monsieur Michel Ngadio, un enseignant est mort. Il est mort parce qu'il est arrivé, on lui a dit, les frères, il faut d'abord qu'il allait prendre service. Monsieur Michel, il n'y a pas de lieu de logement. Il est allé se coucher sur un lit, sur les lits de fortune des villageois. Il s'est couché, il dormait, et un serpent l'a mordu dans la nuit, monsieur Michel Ngadio. Il a senti, il a sursauté, le temps de se lever pour crier, il fallait trouver quelqu'un qui a la moto. On a fait tout le village. Malheureusement, le gars qui avait la moto n'a pas passé nuit au village. Il a été bloqué. Il est décédé, monsieur Michel Ngadio. Vous ne pouvez pas connaître ce que les gens vivent. Vous allez à Bouddha, vous allez à Tchang, vous allez à Bamenda. Le sous-préfet parfois vous appelle et vous dit, monsieur, on a mangé. Allez vous plaindre à qui vous voulez. Le délégué vous le dit en face. Allez vous plaindre là où vous voulez. J'ai mangé. Vous allez écrire une lettre. Votre lettre vaut quoi lorsque ça arrive à Yaoundé? Parfois vous envoyez à Yaoundé. Ça arrive dans son circuit. Il vous reconvoque dans son bureau. Il dit, monsieur, apparemment c'est ce que vous avez écrit. Il vous restitue le courrier que vous avez adressé à la haute hiérarchie, à l'attention de la haute hiérarchie. Les gens sont obligés d'accepter. Aujourd'hui, les enseignants qui sont dans la zone du Sud souffrent. Je vous parle de la promotion 2000. Ils souffrent, monsieur Michel Ngadio. Les frais de relève ne sont quasiment pas reversés. Comment vous partez de 12 000 à 7 500 et 7 500, vous enlevez encore le gombo, hein? C'est-à-dire, quand on vous entend l'expliquer ce matin, Charles Hamel, et qu'on se rend compte qu'on a 4 ans quand même de guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qu'on se rend compte qu'on a 6 ans justement de guerre à l'extrême nord du Cameroun, et est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de faire un audit pour savoir qui sont ceux qu'on affecte dans ces régions et qui ont été justement reconnus sur du papier, qui ont retrouvé leur point d'affectation? Est-ce qu'ils y travaillent véritablement? Monsieur Michel Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement d'invoquer, de relever, surtout de voir ce qu'elle veut faire dans ces régions en crise? Les personnels de la santé s'est plaint. Vous avez vu le centre de santé de Mekomon, là-bas, qui est aussi vide, littéralement. Vous avez des gars qui travaillent dans des coins reculés. On ne connaît pas qu'on doit leur donner la prime, la petite prime de risque. Ceux qui travaillent à l'extrême nord, ceux qui travaillent au nord-ouest et au sud-ouest, la petite prime. Mais vous avez des soldats au Cameroun. Vous avez des Camerounais qui aiment ce pays. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des personnes, je ne sais pas, plus basses que terre, qui se nourrissent de la chair des cadavres, monsieur Michel Ngadio. Des cadavres parce que vous avez un gars qui est sorti de l'école. Il a trimé pendant l'école. Lorsqu'on l'affecte, avec tout l'amour qu'il a, il descend sur le terrain. Aujourd'hui, on se plaint que l'extrême nord, c'est Mambo qui nous dit ici là que le délégué avait demandé, il y avait 480 enseignants dont il avait besoin. Mais vous descendez, on ne vous donne pas vos frais de relève. Vous vous installez comment? 4800. 4800. À l'extrême nord, on ne vous donne pas. Mais multipliez 4800 simplement, aussi bêtement, par 300 ou 400 000 francs. 4800 personnes à qui on n'a pas reversé, qui décident de continuer leur route. Voilà ce qu'on vit. Et vous allez voir ces gars rouler en Prado, vous allez voir les maisons qu'ils construisent, et puis ils vont dire qu'ils sont bien. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Des gens qui marchent sur la chair des autres. Et quand on dit ici sur les antennes que les Camerounais sont à bout, c'est pas de la blague. Les Camerounais sont à bout. De tout bord, ils sont à bout. Charles Hamel, je voudrais justement vous dire que c'est extrêmement grave ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui doit être reconstruit, qui doit être repensé par des Camerounais eux-mêmes, qui doivent prendre le destin en main et repenser justement la bonne vision et l'avenir de notre nation. La réalité de ce que vivent aujourd'hui les fonctionnaires au Cameroun. Charles Hamel vous le dit très bien, on ne va peut-être pas aller plus loin pour voir ce qui se passe à Bakassi avec les fonctionnaires qui y travaillent. C'est justement, je dis, n'allons pas loin. On est dans un système extrêmement grave. Il y a de la prédation, il y a de l'oppression
et il y a de l'étouffement et la crainte, c'est que le magma qui est en train de se créer en interne, le jour où il viendra sortir de son cratère, risque de faire des dégâts terribles. Alors c'était l'occasion ici, Simon Bengan, pour finir ce sujet, d'inviter justement le chef de l'État, d'inviter le pouvoir en place, en lui disant, pouvoir en place, faites attention parce que les Camerounais sont à bout, pour ne parler que de ce petit fait qui peut être un point d'embrasement. Le Cameroun peut prendre d'autres dérives assez compliquées. N'y a-t-il pas lieu de l'interpeller là? Si, absolument. Absolument. L'entrepreneur en chef? Oui. Et pour reprendre le propos de Babi Sakana, c'est l'entrepreneur en chef qui doit le savoir. Vous savez comment Aïdjo procédait? On dit il aimait fumer cigarette là. Bon, c'est vrai, ça n'existe plus, comme Bastos a fermé. Bleu filtré. Et il fumait le matin avant 7 heures. Il avait les bulletins de renseignement du CEDOC. Bon, le CEDOC qui est devenu DIDOC CNR, qui est DGRE aujourd'hui. C'était des premiers bulletins de renseignement qu'il lisait. Et le second, c'était la préfectorale. La préfectorale avait les renseignements généraux de la police, parce que la police a un service de renseignement généraux. Il y a également les renseignements généraux de la gendarmerie, plus la sécurité militaire. Voilà ce qui servait. De manière rituelle, il le faisait avant 7 heures du matin. Avant 7 heures, quelquefois même on dit avant 5 heures, parce qu'il arrivait des jours, il se levait tôt. Donc il a le pool, et il appelait, chef service. Il appelle le gouverneur Conan Albert, bon, il est ici, bon, je dis n'importe quoi, ou Ousmane May. On va lui dire, bon, j'ai entendu du moment quel est le comportement de l'école là-bas et tout, voilà. C'est comme ça que ça se faisait. Et quelquefois, quand il y a des grands chantiers, il se déplaçait lui-même. Donc, il avait un service de renseignement très poussé. En plus du fait qu'il a sa famille, il a des amis. Un ami peut l'appeler, voilà, tout. Donc, maintenant, tous les services de renseignement, permettez l'expression, sont saccagés. Puisque l'argent y est entré. Quand on fait l'enquête de moralité pour Ngachou, peut-être on veut le nommer, on veut lui donner un poste, je ne sais pas, au ministère de l'Information et de la Culture ou à Radio Cameroun, ou peut-être on vient. Quand on fait le renseignement, on vous fait une enquête de moralité pour savoir, mais vous êtes marié, il y a quelqu'un qui vous suit pour savoir si vous êtes en boîte de nuit, si vous avez de tout. Maintenant, quand le gars de renseignement vient, si vous lui dites, et ça, il y a un gouverneur, si je ne citerai pas son nom, quand vous lui faites le truc, vous dites, j'ai une femme et 2 maîtresses. Voilà le genre de renseignement qu'Aïdjo aimait. Parce que de toutes les manières, les gars du Sénère ont ça. J'ai une femme et 2 maîtresses. J'ai 8 enfants. 2 avec ma femme, j'estime, 3 là-bas, 3 là-bas. Donc, quand vous donnez ces informations comme ça, il peut faire de vous, de moins, ça ne fait pas, il vous nomme. Vous voyez, et il veut voir et ces commodités, donc, aller dans ce sens. On sait, voilà un homme. Très bien. Donc, même si on vous affecte à Yagua, donc bec du canard là-bas, et que vous êtes ici, vous venez de Manoka, vous savez qui vous amène? C'est Kamer qui vous amène à ce moment-là. Donc, vos commodités s'alignent à ça. Kamer vous prend ici et vous dépose à l'aéroport de Marwa-Salak et on continue, on vous amène. Donc, c'était automatique parce qu'en fait, chaque fonctionnaire avait sa catégorie. Merci Mouroubengan. Est-ce que les fonctionnaires camerounais vont dire aujourd'hui que l'entrepreneur en chef a échoué sur la réalité qui concerne leurs frais, les frais d'émission et les coupes qui sont existentielles dans les ministères au Cameroun? Je voudrais peut-être pas qu'on touche aujourd'hui le cas de l'armée du Cameroun, non, il faut respecter notre armée, c'est la grande muette, mais dire en même temps qu'il y a des réalités exceptionnelles et incroyables au Cameroun. Karine Sontia, avec vous tout de suite et maintenant, la revue des réseaux sociaux, ou encore non, la lecture des messages de nos téléspectateurs. Je vous en prie. Du prisonnier qui dit qu'il a fait une mission et tout le monde a été payé sauf lui. Et dès que je suis allé demander à mon chef, il me dit va te plaindre où tu veux.
un autre message. Vraiment, c'est compliqué l'histoire du jour. Mais moi, je pense ici que le papa là a une famille bien solide au village. Mieux vaut, il l'envoie au village pour un petit temps avant de l'amener à la maison de la ville, puisque la contamination risque d'être très grave. Arnaud Dormo qui nous écrit. Hyacinthe Dawai, les frais de relève, c'est la magie dans surtout la région du Sud. 2 fonctionnaires quittant la même école pour le même lieu d'affectation ont 2 frais de relève différents selon le kilométrage qui soit fait au transport ou aux travaux publics. Et ça prend parfois 2 ans. Vous suivez? Oui. 2 ans. Non, vous voyez 2 ans. 2 ans. Pour une mission, ça dit que vous devez prendre service mardi. On attend 2 ans après. 2 ans, peut-être même payer 2 ans après, peut-être même pas dans la totalité. Vraiment, c'est grave. Message. Par rapport aux frais de relève, c'est après 1 an dans certaines régions que vous avez droit à une minable somme. Un autre message, les frais de relève au Cameroun sont un calvaire. Alors... Il faut couler une larme dans ce pays. Il faut couler une larme. Justement, c'est un fonctionnaire qui traite un autre fonctionnaire ainsi. C'est la gestion de notre président qui a montré à un certain Camerounais qu'il y a plus Camerounais que d'autres. Et comment voulez-vous que ces fonctionnaires ne détournent pas? C'est vraiment triste. Et vous arrivez dans un service, on vous répond très mal. Justine Gouba. Maintenant, on avait dit à un enseignant que va te servir sur le terrain. Va te servir, fais les fascicules, tu vends, tu te sers, tu vas te payer. Ces mêmes délégués, comme ça, en termes de frais de relève. Ces mêmes délégués ont pourtant tenu la craie et connaissent ces réalités-là. Mais piétinent les enseignants car on ne leur fera rien. Malheureusement, ce sont les jeunes Camerounais de l'arrière-pays qui ne reçoivent un savoir subséquent. Les dirigeants n'aiment pas ce pays. On a vu les conséquences avec le jeune enseignant Jomi Chakunte de regretter mémoire, lui qui avait été affecté mais qui n'avait pas pris fonction. Tout à fait. Les frais de relève. Oui, les frais de relève. Le père doit rencontrer sa famille de dehors et les boys qui lui gardent parce qu'elle a les boys, sinon le père là est mort. S'il l'enlève comme ça simplement avant tout et il apprête leur farotage. Non, ça c'est vrai. C'est ça, en fait. C'est comme ça. C'est quand on parle de désorganisation ou alors du délitement social et sociétal, c'est ça. C'est-à-dire, votre fille qui se lance dans la prostitution, elle a perdu le contrôle de la famille. Elle est sous le contrôle d'une autre équipe. Une autre organisation. Une autre organisation. Elle dit bien pas comme tel. Si là-dedans, elle a vu comment on torpillait, on pillait les sacs, on tuait les gens, ça veut dire qu'en fait, le chef de gang, qu'il a vu, l'intègre dans son gang. Et on a donc peur qu'intégrer sa maison, sa famille, elle peut parler. À ce moment, discrètement, si vous vous amusez très vite, allez à la police en disant mais vous êtes mort. Donc vous négociez avec ces gars, les disant non, et votre ami, elle est là, non, ne vous inquiétez pas, on vous laisse seulement. Donc, ce qui est dommage quand même, c'est que dans l'histoire que on négocie avec la plèbe, avec la racaille. Dans l'histoire de ce matin que Dominique Audé nous a restitué, bon, Benga, vous avez parlé de Camtel. Apparemment, moi je ne connais pas l'endroit. Mais il me semble être un endroit bien connu. Ici à Douala, vous ne connaissez pas. Vous aussi. Vous allez à l'église, monsieur Michel Gacho. De temps en temps, baladez-vous. Il y a de Carrefour, j'ai perdu ma vie. Il y a Camtel, il y a Mabanda, il y a Monta Américain. Ça existe, monsieur Michel Gacho. C'est juste une petite virgule. C'est connu. Est-ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, des affaires sociales, de façon conjointe, ne peuvent pas se mettre ensemble et ne serait-ce que prendre le risque de sensibiliser au quotidien nos jeunes sœurs. Elles vont le faire le jour de la journée. Femmes. Elles vont le faire le jour de la journée. Dominique Audrey, qu'est-ce qui s'exprime là-dessus? Oui, je pense que leur demander, c'est comme leur demander de boire la mer. Hein. Mais on peut commencer progressivement avec ces jeunes filles, nos jeunes sœurs qui sont venues du Nozo là-bas.
et qui ont commencé à se vendre à 150 francs au niveau de quoi ça, je crois. De quoi ça, à Bonabéry, là-bas. Ouais. Hein? Oui, si jusqu'ici, moi, j'ai vu aucune communication, on n'a rien fait. On nous a enfumé ici dernièrement en nous présentant un camion, une voiture, un minivan dans lequel on a pris les enfants de la rue et après, on les a encore revus partout. Ils vous accrochent partout lorsque vous vous déployez dans la ville. Non, elles ne feront rien. Vraiment, ce sont des ministères dont Donc, on est-ce doit mais non, s'inquiète pas sur le budget qu'elles ont annuellement. Elles ont des budgets de fonctionnement. Elles organisent Moi, je parle des elles. Elles disent que le budget est petit. Elles disent que le budget est insuffisant. Pour le Que 8 mars, les galas de charité sont où? pour les 8 Et mars, c'est seulement C'est des galas. le jour de la journée de l'enfance africaine et puis le 8 mars. Ce sont les 2 jours Présentation de des vœux. déploiement. Je peux vous citer Présentation présentation des vœux. Séminaire de formation, de la formation, de l'intégration par rapport au l'exécution du budget. Maintenant, pour la lecture du budget de l'exécution de 8 mars. la loi de finances. Donnons la parole. Karine Santia va se prononcer. Lorsque vous interpellez ces 2 ministères, je vous rappelle bien que leur déploiement de ce fait, que lorsqu'on parle de la journée internationale des droits de la femme, c'est ce jour-là que vous les voyez présider les défilés et autres. C'est là-bas où vous les voyez avec les tissus pour comprendre que, en fait, la femme n'a pour rôle que de défiler et de montrer aux autres que son cabas est beau. Par exemple, lorsque les sujets concernent les enfants, la femme ne parle pas. Lorsque les sujets concernent les petites filles qui sont violées, la femme ne parle pas. Lorsque les sujets concernent les petites filles qui sont déplacées et qui se prostituent, la femme encore là ne parle pas. Mais lorsque les bébés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuse, là encore la femme ne parle pas. Mais lorsque la journée internationale de la femme arrive, la femme parle. Lorsqu'on dit que journée internationale de l'enfant africaine, l'enfant parle parce qu'il y a des budgets pour organiser. D'accord. Ce qui est formidable, c'est que c'est une femme qui le dit aujourd'hui, en espérant que justement la voix de la femme, qui est celle Monsieur Michel et que les femmes prennent conscience. Charles Amel. Vous allez du côté de Melon, oui. Au carrefour La Forêt. Dans le Mungo. Non, je dis à Melon. Oui. Carrefour La Forêt. Le carrefour des 4. Il y a un chef traditionnel là-bas, Sa Majesté Tatabon, qui a fui son village, Lenalendem, pour venir s'installer ici. Il a reconçu la même copie de sa chefferie là-bas. Il a acheté le terrain. Il a plus de 400 orphelins. Il a filmé les orphelins, monté un dossier, aller au ministère rencontrer en disant que voici les orphelins. Je ne travaille pas. Il n'y a personne. On déposait ça là. Allez attendre. Jusqu'aujourd'hui. Et vous avez 2 ministères. Jusqu'aujourd'hui. Je ne parle pas d'un seul. Non, je dis que... Je vous le dis. Vous avez ce papa de Makeben Nisoke pendant Noël en cœur. Oui. Que nous avons vu ici et qui vous avez vu la multitude. Mais ces ministères sont là. À la réalité, justement, comme l'exposé ce matin, nous rappelons ici au Camerounais qu'on a 2 ministères. Je termine. La major en mathématiques du Boyo Subdivision, elle fait la prostitution à Kwasa. Je le cite, à Kwasa. Oui, elle a perdu père et mère. Tous ses parents sont décédés, assassinés à Fundong. Je donne avec les lieux Fundong. N'ayant rien à faire, elle a trotté avec des filles, on les a récupérées, elle s'est retrouvée là. Elle n'a personne. Ils font la prostitution là. On a décrié ça sur ce plateau. Mais vous dites qu'on a un ministère, on a 2 ministères. C'est le ministère de quoi? Mangement. Nous croyons vraiment sur la main qu'il va falloir que dans les jours à venir, que des colères et surtout qu'une observation soit faite dans ces ministères pour qu'on puisse au grand jour justement relever et relayer aux Camerounais l'existence même de travail qui se fait dans ces ministères. Ben, il y a 2 femmes là-bas. Vous parlez bien du ministère de la promotion. Monsieur Michel, vous voulez que je m'écroule sur ce plateau? Non, ne m'écroulez pas, mais c'est qu'il va falloir absolument que des solutions soient données. Parce qu'on ne sait pas finalement pourquoi est-ce qu'elles sont nommées. Si elles sont nommées et incapables de donner des solutions aux problèmes des Camerounais, surtout des Camerounaises, parce que la femme, c'est elle qui porte la vie. C'est problématique quand même. Vous n'êtes pas descendu peut-être dans la zone de Mabanda, vous voyez un enfant qui vous accoste, il vous parle l'anglais en disant qu'il n'a pas de quoi manger, il a un petit enfant. Oui, il vous parle en anglais en vous disant qu'il est scolarisé, vous enlevez 500 francs. Mais 500 francs peut faire quoi? On en reparlera. On en reparlera. Voilà Jean-Michel Nietzsche qui réclame, on est en train de tirer sur lui. Mais c'est ça ce pays. On en reparle. Mais surtout, Karine, sont sur les messages. Raoul Forme, nous avons reçu 49% de nos frais de relève en 2012 dans le sud-ouest de Le Reste Rien. J'ai suivi dernièrement que c'est avec le reste que le délégué régional avait pris sa retraite.
Voilà. C'est-à-dire qu'il a accumulé vos frais, vos argents pendant tout son temps. Acheter une maison et tout, Mais se préparer attends, une bonne pays est retraite. formidable. 8 ans après. Pardon? 8 ans après. Il a en retraite. Il est en retraite. Vous avez Ça le fait qu'en a 9, s'il a fait comme ça 7 ou 8 promotions. Ça fait de 2012 à 2000, petits-fils sont ou à assurés. 2018. S'il a fait comme ça fait combien? 2012 à 2020, ça fait 8 promotions. 8 promotions, parce que chaque rentrée, on a fait 8 promotions. Vous savez combien il est? L'argent Et là- chaque promotion minimum, c'est 100 enseignants. L'argent là va pas. 100, c'est pas- Voilà, merci à Charles Hamel pour les remarques ce jour sur les frais de relève. Je suis partie de l'ENS Marois pour les hauts plateaux. On m'a payé 45 000. Je ne sais sur quelle base. Alain Molo qui nous a écrit ce matin. La corruption est légalisée au Wandafukistan. J'étais avec un frère qui est sorti de l'Eniège très récemment. Il m'a fait comprendre que pour retirer son rappel, on leur demandait 20% et à prendre ou à laisser. Et ceci au vu et au su de toutes les autorités concernées. La corruption ne peut pas être combattue par les athlètes de la corruption. Alain Djikam. Peut-être pour la petite précision, à la suite de la déclaration de D'Alain Djikam, téléspectateurs, oui. vous savez qu'il y a des argents qui partent du Trésor national, du Trésor Et qui public, n'arrive jamais à destination. et qui sont censés justement être affectés dans des départements Les ministériels, lignes etc. budgétaires, oui. Je vous rappelle qu'avec des investigations bien faites et bien recoupées, parfois quand vous y allez demander de l'argent pour payer votre personnel, on vous demande le pourcentage C'est 20. là-bas. C'est C'est 20%. 20%. Mais c'est C'est connu. officiel. On vous dit, on vous paye, on vous donne pour que vous payiez les fonctionnaires camerounais, mais on vous dit, on veut le pourcentage. Mais dites-nous, c'est dans quel pays qu'on vit là? Cameroun. Merci beaucoup. Cameroun. Y Cameroun. a-t-il une loi, fut-elle étatique ou traditionnelle, qui interdit aux chefs traditionnels de se christianiser? Chris Hunter qui écrit ce message. Oui. Alors, Les chefs traditionnels ne doivent pas se christianiser parce qu'ils reçoivent l'émanation. C'est Dieu qui descend leur donner l'onction. Ce n'est pas l'homme. Quand il parlait de Comment loi, un prêtre va imposer les mains à un chef? Qu'est-ce que le téléspectateur là, il veut provoquer? moi, le traditionnel. enseignant sorti de l'ENS de Bambili et affecté au sud-ouest en 2016, je n'ai jamais perçu des frais dits de relève jusqu'au jour d'aujourd'hui. Espérance Zebou qui nous a écrit. Que de messages. Que de messages. Pour l'histoire du jour, remettre cette jeune fille sur le droit chemin ne sera pas facile, mais possible, car ça dépend de quelle garde elle avait déjà dans son métier de quel grade elle avait déjà dans son métier de prostitution. Si elle-même veut sortir de ce milieu, elle pourra bel et bien s'en sortir et devenir serviable dans la société. Ernest Albert de Bafoussam. Par rapport à l'histoire du jour, je connais une fille qui se prostituait dans les environs et qui aujourd'hui est devenue une bonne femme. Alors, je suis sûre que le chef veut se repentir pour le mal qu'il a causé. Le Et seul- c'est là, le- justement, là, il ira en enfer. C'est ce qu'il fait. Bon, les traditionnels commencent l'enfer. Mais je vous dis qu'il ira en enfer. Il n'y a pas Dieu à l'église. Et eux-mêmes, ils le savent. Vous avez des chefs même qui ont abandonné la chefferie parce que la femme l'a entrée dans une église de réveil. On en a plein. Oui, la femme. Non, mais je dis, Merci. ouais, je vous le Merci, dis, c'est la peine. on ne va pas faire un débat là, Non, on mais ils fera pas un sont débat. nombreux. Dans le Onkam, on peut en citer, dans les Bamboutos, je peux en citer pareil. On n'en fera pas un débat. Vraiment, merci. Merci à vous, madame, messieurs. Merci de nous rester présents sur les antennes Equinox Télévision. On va tout à l'heure marquer une pause. Mais avant la pause, vraiment, on va revenir à la revue des réseaux sociaux. Karine Sontier est allée bien sûr sur Internet nous prendre des sujets qui nous interpellent, qui nous parlent. Parce que vous aussi, tous les jours, vous faites un travail magnifique à commenter les différents sujets d'actualité. Et Karine a pris ce qui semble être important. Karine Sontier. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, on a deux sujets, mais on commence par ce qui concerne notamment le riz d'Orca qui fait le tour des réseaux sociaux depuis le mois d'avril. Depuis le mois de mars même, les Camerounais ont dit qu'ils allaient attendre de voir où est-ce que seront transportés les riz donnés par l'entreprise Orca pour notamment accompagner le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, notamment pour les couches défavorisées qui allaient entrer
en possession de ces riz-là pour pouvoir s'alimenter. Sauf que depuis lors, on n'a rien vu sur le terrain. On a vu à un moment le ministre de l'administration territoriale descendre sur le terrain pour organiser les déplacements dans chaque région de ces différents dons-là. On a aussi vu le ministre de la Santé qui était sur le terrain pour organiser les déplacements de certains dons. Sauf qu'on a même vu la députée des PCRN qui était descendue sur le terrain et a fait savoir que effectivement les riz sont en place. Elle a vu, ils n'ont pas été détournés. Sauf que depuis lors, on n'a pas entendu. Il n'y a même pas un Camerounais qui a témoigné avoir ne serait-ce qu'une boîte de ce riz ou 1 kilogramme de ce riz d'orca. Maintenant, il y a des informations qui nous disent que au nord-ouest, ce riz est vendu à 5 000 francs le sac de 50 kilogrammes. Il y a d'autres informations qui nous disent que certaines pontes du régime s'en sont accaparées et tout. Mais bon, sur la toile, un Camerounais a osé demander au ministre de la Santé, au docteur Manaouda Malachi, où se trouve effectivement le riz d'orca. Et le ministre a répondu que ces sacs de riz ont été dispatchés dans toutes les 10 régions du pays depuis fort longtemps. C'est lui qui demande le sac pour acheter le copeau? Oui, que si c'est déjà dispatché, qu'on partage les sacs vides. Est-ce qu'on peut avoir des commentaires, Karine Sontia? Parce que vous nous avez dit avoir sélectionné les commentaires des Camerounais avec nous ce matin, qu'on souhaiterait bien lire, peut-être pour mieux comprendre la réaction. Il y a les captures. Il y a des captures, des concours fait pour avec nous. le concours de la technique, certainement. On verra justement ce que ça donne. Mais le riz d'orca aujourd'hui, un vrai serpent de mer. Dominique Audrey, vous attendiez quand même avoir au moins 1 kilogramme, non? Comme tous les Camerounais. En période aussi compliquée de Covid. Bien sûr, surtout. Mais vous n'avez rien eu. Vous attendez aussi à avoir le sac pour vous en faire le copeau ou bien? Moi, j'étais la suite. Personne dans mon quartier, du moins dans le quartier dans lequel je réside, vraiment personne n'en parle. Et peut-être cette structure qui a offert le riz n'aurait pas dû remettre ça à ces gens-là. Vraiment, ils auraient dû eux-mêmes descendre sur le terrain et distribuer le sac. Parce qu'aujourd'hui, peut-être ils ont donné officiellement le don, mais les Camerounais n'ont rien reçu. Du moins, pas à ma connaissance. Jusqu'à présent, rien, on n'a rien entendu. Et que ça se retrouve à être vendu aujourd'hui, si c'est avéré qu'on est en train de vendre ce riz dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, là-bas, où les gens ne travaillent pas, où il n'y a pas d'argent, vraiment, c'est très grave. On ne peut pas l'admettre. Et moi, je sais pas ce que ça signifie depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, on partage les seaux et les seaux maçons et autres, là, on en parle, on fait des publications, ça passe au journal. Pourquoi depuis fort longtemps que le riz a été partagé, vous ne dites pas, vous ne faites pas, il n'y a pas eu de reportage au niveau de la chaîne nationale pour nous dire qu'effectivement, voilà le riz qui a été dispatché, le don. En tout cas, ça ne vous appartient pas, c'est le riz des Camerounais. Donc, vous avez le devoir de nous le donner, ce riz-là. En tout cas, s'il est encore en magasin. Il n'y a plus en magasin, mais maintenant qu'on nous prouve qu'on a donné, les photos ne peuvent pas manquer. Que le gouvernement camerounais nous dise exactement ce qu'on a fait du riz d'orca. Parce que là, il y a des Camerounais qui demandent aujourd'hui des comptes justement de ce riz-là. On ne peut pas faire un don aux Camerounais et que ce don disparaisse comme ça dans la nature et qu'on n'en sache pas grand-chose de ce qui s'est passé. Karine Sontia, deuxième sujet. Alors, on parle du député, le docteur Mengue de la vallée d'une Thème, qui dénonce l'expropriation sauvage en cours par l'État sur les terrains dans cette localité. Il s'agit de plus de 66 430 hectares de terrains reconnus d'utilité publique et les populations et les autorités traditionnelles déclarent n'avoir jamais été consultées. C'est un énième cas quand même, c'est une réalité connue. On en parlait ici il y a quelques semaines, quelques mois déjà, du cas du littoral, le nom peut m'échapper, où se trouve le député Bengan. Oui, dans le cas. Dans l'ONCAM, effectivement. Vous l'interpelliez ici sur ce plateau, effectivement. Un autre cas encore, expropriation des populations des terres. Le Cameroun, les terres camerounaises appartiennent-elles aux Camerounais ou aux étrangers? Ça semble être un réel problème aujourd'hui. Les Camerounais n'ont pas de terre, hein? Non, nous n'en avons pas. On n'en a pas. On n'en a pas, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Donc ça fait partie, j'allais dire, de la mafia qui est organisée par le gouvernement central, par l'État central. Et ce n'est pas une bonne chose. La décentralisation aurait pu remettre les pendules à l'heure, mais la force de l'argent vont galvauder tout. Et c'est malheureux.
je pense que c'est le maire Maboya, à l'époque maire de Yabassi, qui avait commencé à le dire, que une famille proche de la présidence de la République achetait 1 hectare de terrain à 2500 francs. Donc vous avez, il avait acheté des hectares et des hectares. Donc il y a une autre partie de terrain qu'on donne aux Chinois, aux Pakistanais, aux Américains, aux Indiens. Maintenant, c'est les fonctionnaires qui savent où se déroulent les projets. Vous avez vu, dès qu'on a parlé du tracé de l'autoroute, il y a des Gabonais qui sont venus s'accaparer des terres autour de part et d'autre de l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est de la même manière, les autres, où il y a peut-être par exemple un projet, ils imaginent des projets juste pour extorquer la terre des ancêtres de leur population. Donc en fait, c'est une autre mafia. Oui, c'est très grave. C'est très grave et je pense que le problème foncier peut amener la guerre dans ce pays si on s'y prend mal. Merci Mon Bengan. Merci à vous madame, monsieur, de nous rester présents sur les antennes Equinox Télévision 10-12. Le Zénith, votre talk show, à l'instant marque une pause. Allons saluer également Consti Lamine qui est avec nous ce matin et qui nous revient avec Sorepco. Plaisir renouvelé Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Oui, un nom bien sûr qui attire davantage l'attention de tous les téléspectateurs parce que le feedback il est vraiment très positif. Hein. Oui, il faut rappeler que les gens partent de plus en plus dans les magasins Sorepco parce que la communication se passe sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision sur des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et ce matin, nous allons parler bien sûr de 2 produits, des produits encore très intéressants, des produits qui permettront à nos entrepreneurs, des produits qui permettront à ceux-là qui ont besoin d'un éclairage parfait de pouvoir bien entendu bénéficier des prix les plus bas dans les magasins Sorepco. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que la promotion des ventilateurs, la promotion des carreaux 60 par 60, la promotion des congélateurs et bien entendu la promotion également de plusieurs produits, de plusieurs matériaux de construction est toujours en cours dans tous les magasins Sorepco. Oui, ceux qui sont en plein chantier en ce moment, ceux qui ont besoin de renouveler leur maison, ceux qui ont besoin des meubles, ceux qui ont besoin des salons en cuir, alors rendez-vous dans tous les magasins Sorepco et bénéficiez non seulement d'une très bonne qualité, bénéficiez d'une garantie, mais également des prix encore les plus bas. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous faisons des livraisons même au bas fond du Cameroun, oui, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont besoin d'un article dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Appelez tout simplement et bénéficiez de pas mal d'avantages. Alors pour ce qui est de ce mardi matin, nous allons parler éclairage, nous allons parler échelle, nous allons parler des produits de très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Je sais qu'ils sont nombreux qui nous regardent, c'est-à-dire qui nous regardent dans les chantiers. Je sais qu'ils sont tellement nombreux qui nous regardent dans les villages. Je sais qu'ils sont nombreux qui nous regardent un peu partout dans le monde entier. Alors ce matin, nous allons vendre à tous nos téléspectateurs sans se déplacer. Oui, donc restez à la maison. Les numéros de téléphone, vous les avez. Le produit, vous l'aurez. Les avantages et le prix également. Nous allons tout de suite commencer par un escargot. Et quand on parle d'escargot, on parle de cette échelle manipulable, de cette échelle transportable facilement qui vous permet d'effectuer les travaux en hauteur. Oui, donc plus besoin de surmonter les bancs, plus besoin de surmonter les parpaings quand on veut faire un travaux en hauteur parce que c'est très risquant. Utiliser l'échelle, c'est préférable. Ça présente plusieurs avantages et surtout quand il s'agit des échelles vendues dans les magasins Sorepco qui présentent les avantages tels que la durabilité. Oui, ces échelles sont tellement durables. Les échelles vendues dans les magasins Sorepco ne se rouillent pas. Oui, ça ne va jamais se rouiller, quel que soit le temps de l'utilisation. Les échelles vendues dans les magasins Sorepco sont faciles à transporter. Même sur une moto, même sur un vélo, on peut transporter l'échelle des magasins Sorepco. D'autres avantages, c'est tout simplement que ces échelles, c'est-à-dire ces échelles vendues dans les magasins Sorepco, ont des prix préférentiels. Parlant bien sûr des prix,
Vous avez les échelles 3 marches, vous les avez à 17 700 francs. Les prix, vous les avez à l'écran. C'est donc déjà l'occasion de relever ces prix et de passer vos commandes. Que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les revendeurs, que ce soit les techniciens, que ce soit les particuliers et même à la maison, on devrait avoir l'échelle à la maison. C'est très très important. On ne sait jamais. On peut vouloir changer l'ampoule qui est en hauteur, qui d'utiliser les bancs, que de prendre la chaise à la maison. C'est très très risquant. Vaudrait mieux sortir son échelle au bas de son lit ou alors à l'angle de la maison et l'utiliser pour changer la réglette à la maison. Vous avez donc, c'est-à-dire des échelles de qualité à partir de 17 700 francs dans les magasins Soreco. Ceux qui ont besoin des échelles encore plus longues, avec plus de marches, vous les avez à 39 600 francs pour un escargot de 8 marches. Vous les avez à 39 600 dans tous les magasins Soreco. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Achetez les échelles de qualité. Ça ne se rouille pas, c'est facile à utiliser à partir de 17 700 francs dans les magasins Soreco. À côté, bien sûr, des échelles, on parle également de l'éclairage solaire. Oui, évitez les tracasseries, évitez les ennuis. Alors, optez pour l'éclairage solaire avec, bien sûr, une lampe plus un panneau solaire pour la rue. Ce panneau solaire et cette lampe solaire est capable d'alimenter une grande rue. Ce panneau solaire et cette lampe solaire est capable d'alimenter, c'est-à-dire d'éclairer toute une grande cérémonie dans laquelle vous avez plusieurs personnes. Ce panneau solaire et cette lampe solaire des magasins Soreco est capable de bien éclairer votre cour à la maison. Donc, chers téléspectateurs, allez dans les magasins Soreco et optez pour l'énergie solaire. Optez pour les panneaux solaires de qualité supérieure avec garantie dans les magasins Soreco. Un éclairage de qualité supérieure, une recharge rapide, installation simplifiée. Donc, chacun peut installer un panneau solaire à la maison, vendu dans les magasins Soreco, et les prix sont à la portée de tout un chacun. Et parlant bien sûr des prix, regardez bien sûr ce tableau des prix et relevez dès à présent les prix selon votre besoin. Je rappelle que les prix sont à la portée de tout un chacun. Chacun peut avoir un panneau solaire, que ce soit pour la cour, que ce soit pour éclairer lors des cérémonies, que ce soit également pour, bien entendu, la rue de votre village. Vous les avez à partir de 133 000 francs dans les magasins Soreco. Les panneaux solaires de très bonne qualité à partir de 133 000 dans tous les magasins Soreco du Cameroun. Merci beaucoup et rendez-vous chez Soreco, toujours les meilleurs prix. Merci Consti Lamine. Belle, on dirait un bon moment quand même avec vous. Madame Méchon l'a dit ici à l'entame de cette émission, qu'est-ce qui se passe exactement entre le ministre de la Santé publique du Cameroun, le docteur Manouda Malachi, et le député SDF Jean-Michel Ninch aujourd'hui. Le député Vori-Est vient de lever d'autres lièvres dans les marchés que le ministre de la Santé publique gère depuis l'avènement du coronavirus. Des révélations graves, comme le cas de ces centaines de malades fictifs, mais dont les frais, autant pour moi, de mise en quarantaine sont facturés aux contribuables camerounais. Le Cameroun est extrêmement beau et les réalités avec justement ses dirigeants sont parfois controversées. Charles Lamel, lorsque le ministre interpelle, je commence à vous montrer Mengan, vraiment en 1 minute 32, le député interpelle le ministre. Le député s'offusque du fait que pendant la 10e législature, où on parle du coronavirus, le ministre de la Santé publique n'était pas là pour qu'on puisse lui poser des questions. On ne l'a pas vu alors qu'on parlait Covid-19 où il est en première ligne de front. Aujourd'hui, on revient avec de nouveaux cas. On parle même d'une centaine de malades fictifs et surtout des frais de mise en quarantaine facturés par le contribuable camerounais. D'ailleurs, c'est une révélation de la nouvelle expression de ce matin. Comment on apprécie le Cameroun, Bonbon? Vous n'êtes pas fatigué? Non, pourquoi? Si on est né ici, parce que la nature sait que le travail que nous devons faire est bien ici. Et il nous appartient de faire notre part de travail. Non, le député du Social Democratic Front est dans son rôle. D'abord, moi j'apprécie particulièrement l'attitude de ce parti qui a intégré l'Assemblée nationale en mai
1997, avec l'option de renforcer les institutions pour asseoir la démocratie. Vous savez bien, ils n'ont jamais eu la majorité à l'Assemblée, mais les quelques députés qu'ils ont, ils bougent les lignes quand même. C'est grâce à eux que nous avons au moins les urnes transparentes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont d'ailleurs parlé pour, comment je vais dire ça, empêcher la majorité de RDPC et ses alliés de faire de cumul de fonctions. Donc ici, il avait dans leur logique, le SDF voudrait que le gouvernement vienne s'expliquer, et ça semble normal. Le gouvernement a pris la décision de fermer les frontières parce qu'il y a une pandémie. Tout à fait normal. On a laissé la session de mars passer. Maintenant, la session de juin, il faudrait quand même que le même gouvernement vous dise: nous avons fermé les frontières, nous avons demandé, suspendu l'école, nous avons ceci, nous avons ouvert les bars, nous avons... parce que Corona, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Donc, or, ils n'attendaient, ne sont pas venus. À ce moment-là, le député SDF, il dit, mais le gouvernement nous a présenté quelqu'un, c'est le ministre de la Santé publique, alors qu'à ce moment, le même social-démocratique Front posait le problème en termes de, comment on s'appelait ça, de protection civile. Et que ce n'est pas le ministère de la Santé publique, c'est donc à la limite c'est de la responsabilité du gouvernement. Mais maintenant, on commence à vous donner les chiffres. 100 infectés, 2 guéris, 1 mort. On dit, bon, mais attendez quand même. Les représentants du peuple sont réunis et le ministre de la Santé, on ne le voit plus, l'absent complètement. Assez nouveau, soit c'est son supérieur hiérarchique, le premier ministre, qui lui a dit frère, ne pars pas. Bon, l'Assemblée qui vient là, et on va discuter de les habitats des gorilles et des chimpanzés. On va interdire aux artistes d'avoir des syndicats sur le plan national. Il faudrait que les syndicats restent au niveau communal. Il faudrait donc... Je rappelle en passant justement que ces lois qui ont été votées ont été adoptées par le... Voilà. Donc en fait, pour le SDF qui est institutionnel, il fallait pas créer une crise. Il faut dire qu'ils vont pas à pas. Et c'est comme ça qu'ils avaient fait pour engager ce qu'on appelle l'opération Épervier. C'est les premiers qui ont été attaqués à Mounchipou Seydou. Là, peut-être on l'oublie. Bon, mais je ne suis pas dans leur programme, mais je rappelle seulement que c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont les informations qu'il y a eu détournement? Est-ce qu'ils vont nous dire le moment venu? Charles Hamel, une réalité aujourd'hui, il y a eu des contributions des Camerounais de part et d'autre. Aujourd'hui, on n'a aucune transparence là-dessus. Les députés de la nation, entre guillemets, n'en savent rien. Peut-être n'en demandent pas parce qu'il n'y a que les députés de l'opposition comme Jean-Michel Ninche qui viennent de le faire. Et la réaction de ce matin avec des malades fictifs, est-ce que ce n'est pas assez grave? Ce qui est en train de peser aujourd'hui sur le visage, sur la personne, je dirais même sur l'unité de la santé publique camerounaise, révélée ici par Jean-Michel Ninche. Quand vous posez la question à quelqu'un, une question, et qui s'énerve trop, sachez que c'est un menteur. C'est un menteur. À quoi faites-vous référence? À qui faites-vous référence? Non, monsieur Michel Ngachou, vous avez soulevé une question d'actualité. L'actualité est toujours là. On vous dit que le ministre a piqué une crise, une colère noire lorsqu'il a entendu cela. C'est les proches du ministre qui ont fait véhiculer l'information. Le ministre se fâche pourquoi? Pourquoi ne rend-il pas compte? C'est assez simple que ça. On l'a vu les premiers jours, il nous a dit il y a 13 cas. Deuxième jour, 14 cas. Troisième jour, 1000 cas. Au moment où on était petit, on dit que non, il faut fermer, mesures barrières. Au moment où on sent que ça, on est en train de monter, on dit non, ouvrez les bars, ouvrez les snack bars. Le même ministre ne s'est pas plaint. Mais il a continué à nous dire qu'il est contre l'avis de l'assouplissement des mesures. Mais il a continué, si vous prenez cette étude à cette période. Quand même, on a eu le cas des personnes qui ont déterré leur corps, qui ont estimé que leur personne n'est pas morte du Covid. Le ministre ne s'est pas exprimé là sur la question. On a eu la question de 48 heures où il fallait garder le corps. Le ministre ne s'est pas exprimé sur la question. De nous dire effectivement, c'était une erreur qui avait été posée en demandant qu'on enterre parce que les corps ne touchent pas, il fallait qu'on ait. Oui, nous avons eu 1 milliard, nous étions à 3 milliards, 6 millions. On a eu des dons en nature 2. On a eu des dons de... On a eu des sacs de riz dont vous parlez.
On a eu, voici comment nous avons géré la transparence. On a eu le problème, M. Michel Ngachou, des prix chers pratiqués dans les kits, pour les kits de dépistage, pour le traitement. Un seul hôpital était à 14 millions de francs. On a reçu les voitures de l'OMS. Voici ce qu'on en a fait. Voilà ce qu'on... Vous vous rendez compte, M. Michel Ngachou, qu'il y a une opacité qui entoure ce fonds de solidarité. C'est normal que l'élu, que Jean-Michel Nietzsche, décide d'y voir clair. En lançant ces billes, vous savez que le SDF a une police, le SDF eux aussi fonctionnent, ils ont la sécurité. On a lancé les gars, enquêtez-nous sur la question. Les gars sont descendus et on vous dit, gars, si tu peux devenir même malade, on te paye seulement 100 000. Les autres 200 000, la santé ne regarde pas. Le temps des 14 jours, on t'hospitalise. Mais, monsieur Michel Ngachou, on connaît le Cameroun. Si on a pu avoir le trafic de chloroquine, on a eu le trafic d'azithromycine, on a eu le trafic sur le zinc. À un moment donné, vous cherchez le zinc dans les différentes pharmacies. Le prix qu'on vous donnait, monsieur Michel Ngachou, pouvez-vous renverser? Pourquoi ne pas avoir des faux malades? Rappelez-vous du cas de Sébec, d'un corps qu'on a mis sur Covid, alors que ce n'était pas Covid. Rappelez-vous de Nebel, rappelez-vous de Tergal, rappelez-vous, monsieur Michel Ngachou, de la Quintini. Donc, je pense, monsieur Michel Ngachou, que qu'il le veuille ou non, le ministre Manaouda Malachi doit se prononcer et de manière officielle sur la question. Peut-être pas lui, peut-être le porte-parole du gouvernement, parce que déjà son absence, comme l'a dit Monbon, ne s'explique pas et ne se justifie pas au niveau de l'Assemblée. Il devait parler. Et forcément, connaissant Nietzsche, Nietzsche est assez téméraire, il va parler. Merci à vous, cher Lamel. Merci, Mbon Bengan. Merci, Karine Sons et Dominique Audrey. Madame Messieurs, on vous quittera quand même avec une petite colère. On n'explique pas comment le chef de l'État aujourd'hui a trouvé nécessaire et jugé bon, en très peu de temps, de promulguer les 7 lois qui ont été adoptées au Parlement camerounais il y a quelques temps, et parmi lesquelles la loi relative justement aux associations culturelles et artistiques au Cameroun. C'est une chimère. À demain.